Allez. Merci pour nos invités. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Ah, il y a du monde dans ta chambre ce soir. Tous ces gens sont venus dans ta chambre pour te souhaiter une bonne nuit. Pas qu'elle se couche trop tard quand même. Merci de nous recevoir. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu dans la presse la tête d'un jeune homme qui s'appelle Alfie, qu'on découvrait stupéfait, un tout jeune homme. C'est bien lui, celui qui tient le bébé dans les bras, qui est le papa. Qui est le bébé d'ailleurs sur la photo? Non, c'est une plaisanterie qui ne fait pas rire mes invités. Et en France, ce sont chaque année à peu près 10 000 adolescentes et adolescents qui doivent faire face à une grossesse. Pour la plupart du temps, pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons, il s'agit d'une surprise ou d'un accident. Mais pour certains d'entre eux, il s'agit véritablement d'un réel désir. Et ce soir, sur le plateau de Ça se discute, nous recevons des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont décidé de garder cet enfant, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on a le choix. Quelles sont leurs motivations? Est-ce qu'un ado, qui est donc encore un peu un enfant, est capable d'élever un enfant? Il y a une différence importante entre le rêve et la réalité. Et qu'en pensent les parents de ces enfants devenus à leur tour parents, qui eux deviennent grands-parents avant 40 ans? C'est clair? Oui, tout à fait. Parents ados, sont-ils trop jeunes pour donner la vie? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir à nouveau mes invités très chaleureusement. Merci. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, vous ne faites pas votre âge, quel âge avez-vous? J'ai 17 ans en juillet. 17 ans en juillet, donc voilà. Vous avez 16 ans. Voilà, 16 ans et demi. Vous prenez toujours un petit peu d'avance, vous êtes ennemi encore. Oui. C'est bien, ça. Oui. Vous attendez un bébé? Oui, je suis enceinte de 8 mois. 8 mois, c'est pour quand? Pour fin juin. Comment vous sentez-vous? Bon là, j'appréhende un peu la rencontre avec mon enfant. Et la rencontre? Oui. Du fait de mon âge et puis aussi l'instinct maternel. Là, je ne sais pas si vous aurez l'instinct maternel. Voilà. Je ne sais pas. C'est un enfant qui est arrivé par surprise ou qui était véritablement souhaité? Non, c'était une vraie surprise pour moi. Une surprise. Une surprise? Ouais. Une bonne ou une mauvaise surprise? Bonne et mauvaise. Bonne et mauvaise? Voilà. Ah, on verra pourquoi bonne et pourquoi mauvaise alors. Floriane est également notre invitée. Vous êtes retrouvée enceinte à quel âge, Floriane? 15 ans et demi. Et j'ai accouché à 16 ans. Voilà. Comment vous avez réagi quand vous êtes retrouvée, quand vous avez appris que vous étiez enceinte? J'étais très angoissée et je l'ai caché. Et je me suis niée en fait que j'étais enceinte. J'ai pas voulu accepter cet enfant. Vous êtes niée? Je l'ai nié, oui. J'ai pas voulu vous-même? l'accepter, voilà, à moi-même. Et je l'ai caché à mon entourage. Et vous le saviez que vous étiez enceinte? Oui. Comment vous l'avez appris et à quel mois? Je l'ai appris, le mois, je ne me rappelle pas du tout, parce que ça devait être les débuts. Et je l'ai appris, j'ai fait un test de grossesse. Et après, vous avez fait semblant de ne pas... Voilà, je suis sortie du planning familial et j'ai fait comme si de rien n'était. Pour moi, j'étais pas enceinte. Vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, pendant combien de temps? Jusqu'à l'accouchement. Vous habitiez chez vos parents? Oui. Et personne n'a rien vu? Non. Vous nous raconterez la suite. D'accord. Et Audrey est également notre invitée, accompagnée de Michel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Audrey, vous avez un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Vous aviez 16 ans lorsque vous avez appris votre grossesse, donc vous avez un peu plus de recul évidemment que toutes nos invités qui sont autour de vous. Vous avez un fils qui s'appelle Brian, qui a aujourd'hui 4 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quelques minutes après l'accouchement? J'ai pas accepté du tout l'enfant. J'ai pas ressenti d'amour comme on ressent quand il vient. Ça a été froid, très froid. Comme si c'était pas le vôtre? Ouais. Oui. Un rejet? Un blocage rejet, en tout cas. Un blocage total. Et avant l'accouchement, vous étiez heureuse? J'étais très épanouie. Et heureuse de devenir mère? Ah oui. J'étais fière, je montrais à tout le monde mon ventre. Ah non, c'est passé du blanc au noir. Je vous présente nos invités qui nous avons consacré un reportage dans un instant après avoir pris connaissance de certains extraits de leur reportage. Priscilla, Justine, Quentin et Gloria, tous étaient adolescents lorsqu'ils sont devenus parents. Priscilla a 18 ans. Elle élève son fils de 2 ans chez ses parents. Maman, tu peux prendre le relais là? S'il te plaît. J'ai eu à 16 ans, j'en ai presque 19. J'ai envie de faire ce que les personnes de mon âge font, quoi. Profiter en fait. Il est beau, il est grand et je suis trop heureuse. Malgré son très jeune âge, Justine rêvait de fonder une famille avec son petit ami. Mais 3 mois avant l'accouchement, il l'a quittée. À 17 ans, elle se retrouve seule avec son bébé. Ça me fait de la peine qu'il soit parti, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. Pour moi, je voyais vraiment l'avenir à 3, quoi.
et on allait vraiment faire la petite famille. Quentin a participé à l'émission Secret Story l'été dernier. Il avait révélé pendant l'aventure avoir eu un enfant à 16 ans. Sa petite amie en avait 15 quand elle s'est retrouvée enceinte. La seule angoisse que j'avais quand je lui ai appris ma grossesse, c'était qu'ils me disent mais je peux pas assumer, il faut que tu te débrouilles toute seule. Et bon, ça va, t'as bien assumé. Oui. Qu'ils aient décidé ou non de devenir parents, ils ont aujourd'hui des responsabilités d'adultes. Ils ont accepté de nous accueillir chez eux pour partager leur expérience. Mais alors Justine, qu'est-ce que... Beaucoup d'émotions. Ouais, c'est tout récent, hein? Oui. Vous avez accouché combien de temps? Il y a 3 semaines. Un petit Noah. Oui. Vous êtes heureuse? Très. Vous êtes toute chamboulée aussi? Oui. Quentin et Gloria sont nos invités. Les plus jeunes de nos spectateurs connaissent Quentin qui a participé au jeu Secret Story l'été dernier. Vous êtes venu avec votre compagne Gloria, puis avec cette petite jeune fille. Parlons doucement avec Stella. Depuis combien de temps vous êtes en couple tous les deux? Ça fait 5 ans. 5 ans, ouais. Et là, on rappelait dans ce reportage que vous aviez donc fait savoir donc, au cours du jeu que vous étiez déjà un jeune papa. Je pense qu'il le savait au moment de vous engager pour le jeu ou Oui, non, la production le savait à la base. C'est pour ça que j'ai été sélectionné. Oui, parce que ça donne des responsabilités histoire, particulières. Oui, exact. Ça donne des responsabilités immenses. Et voilà, donc je les ai pleinement assumées. Et ça fait 5 ans que vous êtes ensemble? Oui. Ouais. Et que vous êtes ensemble? Ouais. Quel âge vous aviez l'un et l'autre au moment de l'arrivée de Stella? D'abord, peut-être, c'est une surprise? Oui, ça c'est sûr qu'on ne l'a pas choisi. Surprise, une grande surprise. Bah moi, j'y croyais pas en fait. Hein. Quand j'ai fait mon test de grossesse, je me suis dit non, c'est pas possible, je suis en train de rêver, c'est pas vrai. Et puis bon, après, je suis allée chez le médecin, on m'a fait une échographie directement, donc ça a été un électrochoc. Et c'est là que je l'ai appris comme ça. Mais comment ça se faisait? Il y a quel mois? J'étais pas enceinte de beaucoup, de 2 mois. C'est rare qu'on fasse une échographie à 2 mois. Oui, non mais c'est plus de 100. Parce qu'on était peut-être pour tâter, justement. Parce que, ouais, peut-être. Donc vous aviez un doute, vous aviez un retard de règles Voilà, c'est ça. Un doute. Comment vous en avez parlé ensemble et comment? Qui a pris la décision? Enfin, est-ce que c'est vous deux ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont... En fait, je voulais lui apprendre, mais j'appréhendais énormément donc, sa réaction. Voilà, sa réaction. Et donc, je lui ai dit, il faut que j'ai quelque chose à t'apprendre. Et il m'a dit, de toute façon, j'ai compris. Je ne savais pas ce que je pensais de cette... Enfin, on n'en avait jamais parlé de ça du tout. Et je ne savais pas comment j'allais réagir à ce sujet-là. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de lui en parler. Il avait compris avant que je lui dise ce que j'étais enceinte. Elle a commencé à m'expliquer. Je lui ai dit, c'est bon, j'ai compris. Pour nous, on s'est dit, on est en bonne santé. On sait que bon, financièrement, on se battra. On ne s'est pas posé de questions négatives. On peut s'en sortir. Hein. Vous avez répondu à notre appel à témoin, en tout cas. Pourquoi vous voulez témoigner ce soir? Pour que les gens arrêtent tous ces clichés de dire ils sont jeunes, ils s'en sortiront pas. Pour montrer que ça peut exister. Voilà. Je ne fais pas de généralité en disant qu'il y a tout le monde tous les ados peuvent s'en sortir, parce que là c'est absolument faux. Mais on peut avoir 16 et 17 ans et s'en sortir comme des parents de 35 Les meilleurs parents qu'à 30 ans ou à 40 ans? Non, pas forcément meilleurs, mais... pas moins bons? Pas moins bons. Peut-être meilleurs parce qu'on est plus disponible, j'en sais rien. Voilà, après, on verra ça ensemble. Justine, vous avez 17 ans et dès l'âge de 14 ans, vous n'avez qu'une seule idée en tête. Pour vous, c'était plus fort que tout, hein? Oui, devenir maman, c'était un rêve. Depuis l'âge de 14 ans? Oui. Et puis il y a 3 semaines, vous avez accouché d'un petit garçon qui s'appelle Noah, qu'on a découvert il y a un instant. Est-ce que la vie avec le bébé ressemble à ce que vous aviez imaginé depuis 3 semaines? Non, pas tout à fait. Parce que c'était une image à 3, normalement une famille à 3, c'est sûr, avec le papa. Puis se retrouver toute seule, c'est quand même différent. Toute seule depuis quand? Toute seule depuis mon 7e mois de grossesse. C'est pas pareil, là. C'est différent, en effet. Quel que soit l'âge. Vous étiez prête en tout cas à assumer une grossesse et à vous lancer dans l'aventure. Ça ne s'est pas déroulé exactement comme vous le souhaitiez. Aujourd'hui, vous êtes quand même très ému, on l'a vu, et sans doute dans tous les sens du terme. Vous allez maintenant accueillir, si vous le voulez bien, notre témoin privilégié de ce soir, qui est écrivain. Son dernier roman s'appelle Le Boomerang, comme la chanson de Etienne Dao et Dany, écrite par Gainsbourg, qui vient d'être publiée aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Tatiana de René, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez des ados à la maison? Vous avez quel âge ont vos ados à la maison? J'ai des ados, j'en ai un de 19 et une autre de 17. Oh, ça c'est des adultes, c'est pas des ados, ça. Oui, ils ont été ados, ceci dit, ils en sortent doucement, mais je suis très émue de voir ces jeunes parents. C'est assez bouleversant de voir comment ils sont devenus parents. Je vais écouter avec vraiment une grande émotion ce soir leur témoignage en tant que maman.
Je suis très attentive et j'ai été très émue par les larmes de Justine. Et grand-mère à 40 ans, ça vous dit quoi? Je pense que mes enfants ne sont pas prêts, eux, à être parents. Enfin, j'en sais rien, mais pourquoi pas, hein. Je serais prête, j'espère. Juste un mot peut-être sur François Virgans, qui était donc notre invité à votre place il y a quelques semaines. C'est un homme qu'on ne voit pas beaucoup, il travaille énormément. Donc certains pensent qu'on ne sait pas ce qu'il fait, mais il travaille, il écrit des livres, hein. Ça ne se fait pas tout seul. Et qui donc revenait à la télévision 4 ans après pour annoncer qu'il se présentait à l'Académie française, ce qui avait surpris beaucoup de monde. Il y avait déjà 9 personnes qui étaient candidates. Eh bien, François Virgans a été élu. On verra un reportage en fin de cette émission, voici quelques images. Mars dernier, l'écrivain et cinéaste François Weiergans était le grand témoin de cette discute. Il était venu nous confier son rêve d'entrer à l'Académie française. À 12 ans, je connaissais par cœur la liste des membres de l'Académie française de l'époque. Mais alors, aujourd'hui aussi, je connais par cœur la liste des membres actuels, et il en manque un. En fin d'émission, nous reviendrons sur son incroyable élection. Bravo François. Vous pouvez le saluer parce qu'il a eu beaucoup de courriers et de relances et de questions. C'est le seul homme aussi qui a eu le Renaudot et le Goncourt. Et c'est un ami de notre émission. Voilà, c'est un des rares contacts qu'il a avec le monde réel quand il est plongé dans ses livres, c'est de regarder ça se discuter toute une histoire. On va débuter avec l'histoire de Priscilla, plus en détail, qui a aujourd'hui 19 ans et depuis la naissance de votre fils, il y a un peu plus de 2 ans, Priscilla, vous vous sentez désemparée. Absolument. Dans quelles circonstances vous êtes retrouvée enceinte? Est-ce que c'était avec un compagnon régulier? C'était mon copain depuis 2 mois et c'était le garçon avec qui j'ai eu mes premiers rapports en fait. Donc ça s'est fait assez rapidement en fait. Et, vous pensiez que c'était lui, quoi, comme on dit, quoi. Enfin... Non, du tout. Ah non. Non, enfin, je pensais que c'était lui. Non, pas vraiment, mais bon, voilà, pour moi, il fallait que je le fasse, quoi. Je veux dire, à 16 ans... à 16 ans, voilà, moi, je pensais que j'avais envie de le faire, quoi, voilà. Et donc, ça s'est fait avec lui, je me sentais en confiance avec lui, et puis en fait, j'ai appris assez tôt que j'étais enceinte, quoi. C'est une question qui va se poser forcément dans la tête de nos spectateurs et qui se pose dans la mienne. Et donc, à tous ceux qui sont là, vous ne prenez pas de moyens de contraception? Non, à l'époque, je ne me voyais pas dire à ma mère que j'avais des rapports sexuels, quoi. Il est possible d'avoir par le planning familial la pilule, hein? Oui, oui. Bon, j'étais pas très au courant à l'époque. Hein. Ah bon? Ouais, mais c'est vrai que... le préservatif, vous étiez au courant que ça préserve de tout? On s'est protégé plusieurs fois et comme je l'ai dit à plusieurs personnes, j'ai pris aussi plusieurs fois la pilule du lendemain, mais après, c'est vrai que je ne l'ai pas pris régulièrement, quoi. En vous disant quoi? Que vous n'étiez pas... Non, je me disais tout simplement, si je tombe enceinte, j'avorterai. Ah. Mais voilà, après que j'ai appris ma grossesse, qu'il était là, c'était plus difficile de faire un choix, quoi. Quand vous avez appris votre grossesse? En fait, moi, je m'en doutais pas du tout, j'y pensais pas tellement. C'est ma mère qui, j'ai réussi à lui en parler un petit peu de mes rapports, donc elle m'a emmenée chez la gynéco, donc j'avais déjà des retards de règles, et elle m'a fait une échographie aussi, elle n'a rien trouvé, et elle m'a prescrit la pilule, donc que je devais attendre en fait mon cycle pour la prendre, et puis j'ai pas eu mon cycle. Le cycle n'est pas arrivé. Une semaine après, ma mère m'a acheté un test de grossesse, et puis voilà, ça s'est révélé positif. Vous étiez dit en vous-même, ça, vous saviez que c'était possible, que vous avorteriez. Ouais. Quand la question s'est posée? Non, quand j'ai su que j'étais enceinte, déjà j'avais le soutien de ma mère, de mon père, de tout le monde, et puis en même temps, je me dis, il est là, c'est pas possible, quoi. C'est quoi le soutien de votre mère et de votre père? Ils étaient là pour moi. Ma mère m'a dit, si tu veux avorter, je t'emmène, si tu veux le garder, je t'aide. Ils m'ont tous dit ça, donc je me sentais plus en confiance. J'aurais été toute seule, je l'aurais pas gardé, mais puis il était en moi, il était là, je pouvais pas... Et le fiancé, le petit ami, celui de la première fois là? Donc lui, au début, il était là. Il était un coup on le garde, un coup non. Il était très indécis en fait. Quel âge? Il avait 18 ans. Il est plus là? Si, il est encore là, de temps en temps. Donc, mais il s'occupe de votre bébé? Vous allez le voir avant un reportage d'un instant. En fait, il est parti, on s'est quitté au 4e mois de grossesse. Il est venu à la 2e échographie, donc au 5e mois, et depuis, j'avais plus de nouvelles, quoi. Et puis après, il est venu voir le bébé, il avait déjà 2 semaines. Et puis là, ça fait que 1 ou 2 mois qu'il reprend des nouvelles, quoi, qu'il vient le voir. Après le 4e mois, une fois que vous étiez séparé avec le fiancé qui revient, qui repart, etc., vous vous êtes senti comment pendant le reste du temps de votre grossesse? Je me suis sentie seule, en fait. Et j'avais vraiment peur pour mon fils. Pour moi, encore, ça allait. C'était une histoire d'amour qui était finie, mais j'avais peur pour mon fils qu'il n'ait pas de papa, quoi. C'était ma plus grande peur. Vous arriviez à préparer son arrivée comme les parents? Ouais, sinon j'étais heureuse. Hein. J'attendais le bébé avec impatience, quoi. Vous aviez envie de devenir maman? Ouais. Et vous aviez un peu plus de 16 ans? Ouais. Regardons ce reportage.
Vous avez aujourd'hui 19, un enfant à 16 ans, évidemment que ça bouleverse sa vie. Vous me direz où vous en étiez de vos études, etc. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu dépassé. On est 2 ans plus tard. Quel âge a-t-il exactement? Il a 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Vous occupez de votre fils donc avec l'aide de votre mère. Heureusement que les mamans sont là. C'est un reportage d'Hélène Petiot et de Léo Skomorvici que nous avons tourné donc, chez vous dans le département du Rhône à Villeurbanne. Allez. Allez. Oh. Bon, maman, tu peux prendre le relais, là. S'il te plaît. Mais je veux pas manger, hein. Je l'ai fait boire. Priscilla vit chez ses parents avec son fils de 2 ans. Avoir un enfant à 16 ans s'est avéré plus difficile qu'elle ne le pensait. Elle a du mal à assumer son rôle de mère. Je suis énervée là, il m'a stressée, il m'a fait monter les nerfs et puis j'ai besoin de me détendre et de penser à autre chose et là ça me saoule. Je l'ai eu à 16 ans, j'en ai presque 19, j'ai envie de faire ce que les personnes de mon âge font quoi. Profiter en fait. Oui, c'est bien. Oula. Le fait qu'il soit plus calme avec toi, je me dis qu'au moins... mais des fois, je me dis je vais me casser carrément, comme ça, de toute façon, avec elle, il n'aura pas de problème. Hein. Oui, mais moi, je suis que sa grand-mère. Hein. Bah, il a besoin de toi, tu es toi, sa maman. Bah, je l'aime, j'ai pas envie de l'abandonner, mais des fois, je suis à un point, ouais. Mais tu sais, ton cœur te fera revenir vers lui. Oh là 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 là, viens. Oui, c'est fini. Je te recouche pas, bébé, je vais t'habiller. Allez. Bébé, c'est une situation pas évidente en fait. Hop, je suis la grand-mère et j'ai l'impression d'élever ce petit en fait. J'ai l'impression parfois d'être un peu la maman, c'est comme si c'était mon petit dernier. Alors qu'en réalité, ben, je devrais pas l'élever, je devrais le garder de temps en temps, aller le voir, le gâter. C'est du fait qu'il est sous mon toit et que ma fille se repose beaucoup sur moi. J'ai l'impression que je suis un peu obligée de l'élever. Elle n'a pas perdu la main non plus, elle a encore l'âge d'avoir des enfants, donc je fais confiance. On va se promener. Tu vas marcher, hein? Donne la main. Hop là. Nathalie adore son petit-fils, mais elle est malvoyante. S'occuper de lui en permanence est une lourde responsabilité. Moi, j'arrive à le promener, mais pour sa sécurité, faut que je sois très consciencieuse, en fait. Faut que je fasse attention et à moi et à lui. Viens, bébé. Je ne sais pas si elle en est tout à fait consciente. Elle voit que je me débrouille bien et elle s'arrête là-dessus, en fait. J'ai toujours ramené vivant à la maison. C'est vrai que je lui impose à ma mère énormément de choses. Mais au bout d'un moment, j'ai besoin de respirer. Et puis, si je m'occupe de lui H24, après, j'ai besoin de prendre quelques jours pour moi, quoi. De respirer, de voir mes copines, de sortir, de partir ailleurs. Et voilà. Bon, allez, j'y vais, maman. Je t'appelle dans la soirée, si tu veux. Tu rentres demain matin, cette nuit? Je sais pas. Comment ça, je sais pas? Et demain matin, c'est moi qui m'en occupe, pour le biberon? Bah ouais, je vais dormir. Ah, oui, bah, si oui. je rentre à 5h. Heureusement qu'il y a maman, hein. Bah, allez. Bisous. T'aimes, merci. Ah oui, hein, on dit merci à sa maman. Moi, t'aimes. Bisous. T'aimes. Hop là. Oh, ça va aller, ça va aller. Tiens. Regarde ce qu'on va faire. Bambino, viens mon bébé. Regarde, oui, on va promener le bébé. Allez, oula, va dans le bandeau. Assis. Allez, promène ton bébé. Hop, allez, promène le bébé. Voilà. Oui. Ça va être bien ce soir. Je suis jamais venue en samedi soir. Priscilla retrouve sa meilleure amie pour une sortie en boîte. Ce soir, elle est bien décidée à s'amuser, comme toutes les filles de son âge. Ça, tu déconnes sur ton fils? Ils sont crèches, là, carrément. Mais Priscilla n'est pas aussi insouciante qu'elle le voudrait. En plein milieu de la soirée, alors que tout le monde s'amuse, elle se met à penser à son fils. J'y pense vachement, hein. T'as l'impression de t'en avoir débarrassé, en fait. Je sais pas. Moi, je m'imagine à ta place. que je m'en occupe pas assez, voilà. J'aurais été à ta place, j'aurais peut-être pas été une aussi bonne mère que toi, quoi. Franchement, je sais pas, t'as vu, je laisse souvent ma mère. C'est vrai que moi, je sors en boîte, alors que lui, il est à la maison avec ma mère. Et puis j'ai peur à un moment aussi
je sais pas, plus tard, il soit plus attaché à ma mère qu'à moi, parce que le fait qu'elle s'en occupe plus que moi, tu vois, c'est à moi de reprendre un petit peu mon rôle de maman, quoi. Ça vient de décompresser encore? On va danser? Ouais. Allez, allez, c'est parti. Elle est comme un fou. Ah, maman, aujourd'hui, si tu veux sortir, tu peux. Hein. Je vais prendre le petit en main un peu. D'accord? Oui. Comme ça, tu peux sortir. Et puis, hier, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça. Et puis, j'avais un petit coup de blues en boîte. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'en occupe un peu plus, quoi. Donc, t'arriveras. Y a pas de souci. Non. D'accord. Ça me fait plaisir, en tout cas, que tu essayes. Tout beau. Arrête. Non. Avec elle, maman, on la bat pas. Arrête. Ça t'a fait mal. Mais non, mais c'est même pas qu'il m'a fait mal, c'est le fait qu'il tape, c'est tout. Oui, je crois pas qu'il veuille être méchant dans sa tête, tu sais. Mais je sais, non. C'est comme si je m'en occupais jamais, ou si c'est une mauvaise mère. Mais non. J'ai l'impression qu'il me rejette, en fait. Ce sont les applaudissements d'encouragement, hein, je pense. Ce sont des applaudissements d'encouragement pour vous. C'est difficile d'être toutes les femmes quand on est une jeune femme. C'est une double vie. Hein. Pour toutes les mères, ça. Ouais, je sais, mais on a envie de vivre son adolescence, on a envie d'être une bonne maman, on veut reprendre ses études, avoir un travail, c'est compliqué. Ça fait triple, là. Ouais, c'est compliqué. Vous étiez en 3e quand vous êtes retrouvée enceinte. Vous en avez toutes vos études aujourd'hui. J'ai repris il n'y a pas très longtemps, là. Donc c'est par correspondance, donc j'ai du temps pour le reste, quoi. En photographie. Alors, il y a le temps en photographie. Il y a le temps qu'on a et le temps qu'on prend sont des choses distinctes. Ouais. Souvent les gens disent j'ai pas le temps, mais ils prennent pas le temps ou l'inverse. Mais j'ai conscience de prendre beaucoup plus de temps pour moi que pour mon fils. De ne pas donner assez de temps à votre fils. Voilà. C'est étrange que vous ayez cette prise de conscience en boîte de nuit. C'est la caméra qui a fait ça ou Non, c'est souvent quand je sors en boîte, en général, il me manque, j'y pense. Même quand je sors sans lui, si je vois un petit garçon, je vais être gaga, ça va me faire penser, quoi. Donc il vous manque réellement, c'est pas la culpabilité qui vous rattrape ou la responsabilité, c'est... Je culpabilise un petit peu par rapport à ma mère, c'est sûr, parce qu'elle s'en occupe vachement, quoi. Vachement plus que ce qu'elle devrait, quoi. Et ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est de la mienne, hein. Je lui impose un petit peu, quoi. Et tu sors en boîte depuis la naissance de ton fils ou depuis... Il y a des périodes où je sors beaucoup, il y a des périodes où je sors pas, mais c'est vrai que même à la maison, quand je suis à la maison, c'est surtout ma mère qui s'en occupe, quoi. Parce que, comme on a vu, les repas, tout ça, c'est toujours... Vous faites qu'elle s'en occupe, qui fait quoi, par exemple? Il faut être concret. Elle fait quoi? Elle lui donne à manger, parce qu'en général, moi, il me fait des caprices avec elle, c'est plus facile, quoi. Et je pense qu'il a vu dès le départ que moi, je cédais facilement à ses caprices, donc... Le repas, vous avez dit, c'est le moment où j'angoisse le plus. Ouais, c'est le moment le plus difficile. Pourtant, c'est un moment agréable, hein? Ouais, ça devrait. Si il aime ce qu'on lui donne, enfin si... Justement, il ressent. Oui, ça devrait être un moment agréable, mais... Et vous levez la nuit, vous le faites, par exemple? Comment? Vous levez la nuit, excusez-moi, je suis la nuit? Ah oui, si un biberon lui donnait, oui, je le fais. Sans vous angoisser, pour le coup? Non, ça va. Non, parce qu'il se rendort tout de suite, en général, il est pas trop grincheux. Mais... Il y a 2 ans, mais au début, Ah, au début, ouais. Avec ma mère, on alternait vachement, quoi. Ouais. Mais au début, ouais, je prenais vachement mon rôle à cœur, quoi. Les couches, tout ça, aller chez le pédiatre Non, c'est moi qui le faisais, ça. Bon, maintenant, un peu moins, mais... Le fait ou le faisait? Non, le faisait. Le faisait? Ouais, le faisait. Depuis combien de temps vous avez pris un peu de distance avec lui? Depuis plusieurs mois. Votre maman qui est devenue grand-mère à quel âge, madame? Bonjour. Je suis devenue grand-mère à 40 ans. Ah bah tout rond, hein. C'est une manie, ici. Mais c'est beau. Et alors, c'est comme être maman, pour vous? Comment? C'est comme être maman ou c'est différent? Pardon, excusez-moi, j'ai la voix fracassée. C'est assez différent, mais c'est pas évident, en fait. C'est différent? Et c'est pas évident? Ce n'est pas évident de rester la grand-mère du petit. Pardon? De rester la grand-mère du petit. Et de pas... Ah oui, bah vous aussi, alors. J'en profite, excusez-moi. Et de ne pas prendre la place de la maman, ça que vous voulez dire? De ne pas prendre la place de votre fille, de sa... Oui, parce qu'ils habitent tous les deux sous mon toit. Donc c'est très difficile. Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre votre petit-fils, dur à dire, hein, et votre petit-fils et votre fille? De Priscilla à son fils ou de moi Non, de Priscilla à son fils. Bah, elle est très affectueuse avec le petit, elle l'aime beaucoup. Prenez votre temps. Elle aime beaucoup son fils. Ça, c'est le principal. Oui. Mais elle n'est pas assez patiente, et puis lui, il en profite. Ah bah, c'est normal.
Ça vous rappelle les choses, Quentin? Vous avez acquiescé? Bah, moi, c'est. Enfin, je sais pas. C'est une histoire, c'est ce que je voulais pas vivre du tout. Je voulais être présent et j'ai tout fait pour être présent, pour subvenir aux besoins de tout ce que ça engendre une naissance, pour que ma fille soit bien, pour tout qui se passe bien. Et je voulais pas qu'elle ait l'absence de son père et c'était hors de question. On va pas juger quelqu'un qui n'est pas là parce que c'est facile, hein, les absents ont toujours tort. En plus, ça a été compliqué avec sa famille dès le début. Puis lui, il n'a pas clairement dit, je crois, qu'il voulait devenir papa. Non. Vous ne l'avez pas donné vraiment le choix, il me semble. Ouais. C'est vrai, ouais. Bon, au début, il était pour, après, il a été contre. C'est vrai qu'il balançait vachement, quoi. Il n'était pas du tout. Enfin, il était très indécis. Sur la patience, comment vous avez beaucoup réagi, Justine, sur la patience ou le manque de patience? Ça fait 3 semaines que vous êtes maman pour de vrai, que Noah est arrivé sur Terre. Vous vous trouvez impatiente déjà? Pas impatiente, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on craque. C'est assez difficile d'être seule. Donc, par exemple, la nuit, se lever plusieurs fois pour donner le biberon. Et des fois, on aimerait bien passer le relais, c'est sûr. Vous ne vivez pas avec votre mère, vous? Non, je vis avec mon père. Je vis chez mon père. Alors, il fait le... Non, de temps en temps, il le porte. Mais bon, il lui donne pas de bain, il lui change pas la couche, etc. Puis il donne pas les repas, il reste... Oui, voilà, il l'aime, c'est sûr, mais il prend ses distances. Et je veux bien faire la part des choses aussi pour bien dire c'est mon fils, quoi. C'est facile de rester à sa place, Michel? C'est pas du tout facile de rester à sa place. C'est un travail sur soi-même. Hein. Comme j'ai dit, moi j'avais l'âge de faire un petit dernier encore, et puis c'est ma fille, et puis maintenant je prends... Mais j'ai jamais Est-ce que c'est facile voulu... de rester à sa place? Parce que parfois, même dans la... Ben, c'est pas facile, parce que... Ouais, je me dis, ben voilà, mon temps il a passé, et puis maintenant c'est ma fille qui me fait un petit, et puis... Ça fait drôle. Si je peux me permettre, je pense que pour les grand-mères, c'est pas évident, surtout quand on leur laisse notre petit, quoi. Elles se sentent obligées, mais en même temps, elles aiment s'en occuper, mais en même temps, bon, ça doit pas être évident pour elles de rester à leur place de grand-mère si on leur laisse aussi souvent que moi je laisse à ma mère. Si ça reste un rôle de grand-mère, c'est-à-dire, il faudrait... Vous habitez ensemble, par exemple? Non. Non. Il faudra qu'ils aient Michel habite avec sa petite fille, vous dites? Il faudra qu'ils aient chacun un appartement. Voilà, et là, il y aura vraiment le rôle de grand-mère et le rôle de mère. Je veux dire, on reste chez ses parents jusqu'à 27-28 ans en moyenne. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études sont longues, que la crise est là. Bah oui. Justement, ma fille, quand elle était enceinte, quand on m'a appris... Après, elle avait encore le papa, il était là. Priscilla, imaginez vous retrouver qu'avec votre fils, ou peut-être avec un conjoint aussi, hein? Le papa ou un autre, je veux dire, mais en tout cas, vivre sans votre maman, vous imaginez une vie comment? Moi, je pense que ça sera difficile dans le sens où je suis encore jeune, j'ai envie de sortir. Et j'irai trouver ma mère pour me garder le petit, même si c'est pas aussi souvent que maintenant, de temps en temps, quoi, c'est sûr. Mais un jour, il faudra bien prendre ça vous fait ton peur, envol. vous dites? Oui, non, mais en même temps, j'ai aussi envie d'avoir ma petite vie à moi avec mon fils, quoi, de mettre des limites et des barrières un petit peu entre... Laetitia, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Comment? Quand elle est tombée enceinte, je pense que tu étais consciente quand même que les sorties, ça allait s'arrêter, que... Oui, j'étais consciente de ça, mais après, ma mère, voilà, elle m'a toujours soutenue. Est-ce qu'on est conscient de tout ça, vraiment, tout le temps? Un petit peu, mais après, moi, ma mère, elle m'en avait parlé. Vous êtes consciente de quoi, vous? Vous êtes une jeune femme enceinte sur ce plateau. Voilà, c'est ce que j'appréhende pour la suite, c'est après la venue de l'enfant, je ne sais pas encore si je vais rester chez mes parents ou prendre un peu de distance. Parce que c'est vrai que le rôle de la grand-mère, moi, ça m'a beaucoup interpellée dans le reportage. Mais si vous avez des questions? Pas vraiment des questions, mais comment dire, j'ai un peu peur que ma mère, parce que c'est une maman qui a l'habitude d'un peu trop surprotéger, qu'elle prenne un peu plus la place. Comment vous avez annoncé à vos parents que vous étiez enceinte? J'ai pas annoncé directement à mes parents que j'étais enceinte. Vous ne vouliez pas prendre la pilule? Non, j'ai fait un rejet total à la contraception. Le préservatif aussi? Non, pas le préservatif, mais c'est assez complexe parce que moi, je suis une enfant adoptée. Et le fait de prendre la pilule, pour moi, j'avais très peur d'être stérile. C'est un rejet psychologique après. Votre maman qui vous a adopté, vos parents qui vous ont adopté, ne pouvaient pas avoir d'enfant? Oui, ils ont attendu 17 ans avant d'avoir leur premier enfant. C'est-à-dire ce sont vos petits frères et petites sœurs, ça? Voilà. D'accord. Mais vous, l'aîné, vous êtes une enfant adoptée? Oui. Ah, comment on annonce à ses parents adoptifs qu'on se retrouve enceinte à 16 ans? J'avais déjà un retard de règles assez important. C'est-à-dire? D'à peu près 3 semaines. Ouais. Donc je me sentais pas bien, j'avais déjà des premiers symptômes, mais bon, dans la tête, pour moi, c'était pas possible. Hein. Donc j'ai acheté un test de grossesse. Quels symptômes?
J'avais mal à la poitrine, j'avais mal au bas-ventre, j'avais des vomissements, je me sentais pas bien. Voilà, le truc typique quoi. Ça ressemble à quelque chose de connu. Hein. Voilà, c'est ça. Et j'ai acheté un test de grossesse qui s'est révélé négatif. Donc pour moi, après, c'était un soulagement. Après, je faisais plus attention. Je me suis dit, bon, c'est le cycle qui va arriver, il n'y a pas de souci. Et après, c'est tombé juste le moment où j'avais un rendez-vous chez le gynéco. J'en ai parlé, et puis donc lui, il savait très bien qu'il n'y avait pas de doute, quoi. Donc il m'a fait une échographie, et c'est là vraiment que j'ai vu que j'étais enceinte. Et qu'est-ce que vous avez ressenti là? Je me suis sentie très, très mal sur le moment, c'était particulier. J'étais stressée, angoissée. Pour moi, c'était le bloc total parce que je ne pouvais pas, dans ma tête, c'était impossible d'avorter, c'était impossible. Pour les mêmes raisons que vous avez dites tout à l'heure? Parce que pour vos parents, c'était difficile d'avoir des enfants naturels? Pour ça, et puis aussi dans le fait que je suis une enfant adoptée. Je ne pouvais pas, moi, enlever cet enfant, c'était trop dur. Psychologiquement, j'aurais pas tenu. Vous l'avez annoncé quand, vos parents? J'ai demandé au gynéco de l'annoncer à ma mère. Tout de suite? Tout de suite, sur le moment. T'appelais? Elle était dans la salle d'attente. D'accord. Donc, là aussi, elle est dans la salle d'attente aujourd'hui. Hein. Donc vous avez été appelé à ce moment-là? Oui. Le gynéco m'a appelé et puis j'ai eu, comme les jeunes couples là-bas, un électrochoc. Mais bon, comme elle a dit, comme j'ai eu du mal à en avoir moi-même, donc on l'a adopté, j'ai eu mes 2 enfants après. Donc il était impossible que je lui demande l'avortement par après. Elle a voulu la garder, donc j'ai accepté. Floriane, qui était enceinte à 15 ans, a caché sa grossesse à tout son entourage pendant 9 mois. C'est quand même assez difficile à imaginer. Comment vous avez découvert que vous étiez enceinte, vous? J'étais avec une copine au collège et j'en ai parlé que j'avais du retard de règles. Et on a été voir le CPE. Donc à ce moment-là, ça allait pas avec mes parents, donc elle le savait très bien parce que je lui en parlais. C'est la seule personne vraiment que je pouvais me confier. Non, ça, et elle m'a dit d'aller voir le planning familial. Donc, vous avez 15 ans, je rappelle. Hein. Oui, 15 ans et demi. 15, 15 et demi. Vous alliez sur vos 16 ans. J'allais sur mes 16 ans, ouais. Et du coup, j'étais au planning familial. Donc, je suis rentrée dedans. Et on m'a fait un test de grossesse avec une copine. On vous a bien accueilli? Ça va. Je suis sortie du planning familial. J'ai fait comme si de rien n'était et je l'ai nié. Même à vous-même? J'ai continué comme ça. Oui, moi-même, oui. J'ai continué à faire comme si je n'étais pas enceinte. Je l'ai dit à ma copine, vous lui avez dit, bon, je suis enceinte. Je lui ai dit que le test était positif. Quoi. Ouais. Et quelques semaines après, je lui ai dit qu'en fait, je l'avais perdu. Le bébé? Le bébé, oui. Ah oui, donc plus personne ne le savait. Voilà. Et je dirais à peine vous. Voilà, parce que dans ma tête, je ne savais pas. C'est difficile parce que j'ai eu des moments de vraiment de lucidité. En fait, il y a des moments où je me disais que j'étais enceinte et que je le touchais. Et j'ai toujours persuadée que c'était un fils. Et il bougeait? J'ai senti qu'une fois bouger. Et c'était vraiment là où j'ai vraiment réalisé je suis vraiment enceinte. À combien de mois? Presque la fin. J'étais sur ma table à dessin et j'ai reçu un gros coup de pied. Je ne suis vraiment pas sentie bien. Je suis sortie et là j'ai vraiment réalisé, même pas 5 minutes quoi. Parce que 5 minutes après, je me suis dit c'est pas la peine, c'est pas ça. Je dois être malade. Et... on peut vraiment nier. 9 mois. Oui. J'ai même pas pris une taille de pantalon en fait. J'ai vraiment pas grossi. J'ai ma grand-mère qui est ici qui peut en témoigner. Tu vois le petit, il n'a pas bougé jusqu'à ce que ce soit la fin. L'air de dire maintenant je vais venir. Hein. Non, pas du tout. Pour moi, dans ma tête, j'étais pas enceinte, donc pour moi, il n'était pas là. Donc lui non plus. Donc il a compris. Et t'as pas pris de ventre? Attention, les bébés écoutent beaucoup leur mère. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas pris de ventre. Vous avez continué à faire du sport? Vous avez pris des précautions vous? Oui, j'ai fait du char à voile, de l'escalade, j'ai pris des médicaments. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai vraiment fait du sport. J'ai même ma prof de sport qui a mis mon harnais et qui a vraiment serré au niveau de la taille. J'ai fait voir mon t-shirt et quand elle a su que j'étais enceinte, elle n'en revenait pas. C'est même elle qui a dit mais j'ai touché ton ventre. Vous étiez enceinte de combien de temps en ce moment? J'étais à 8 mois, presque à peu près. Et les symptômes dont on parle habituellement? J'ai vomi dans le bus 1 ou 2 fois. Mais bon, j'ai dit que j'avais la gastro. J'ai dit que j'étais malade. Parce que je suis malade en fait en voiture. C'est pas un endroit pour vomir. Enfin, je pense. Ouais, mais bon, y a-t-il un endroit pour vomir finalement? C'est pas, ça vient quand ça vient quoi. C'était les nausées. Le gastro un peu, les douleurs, la poitrine, le ventre. Non, la poitrine un petit peu, mais sans plus quoi. Je mettais des gros pulls. Je me courbais assez. Faut pas que ça se voie. Je mettais des gros pulls et ça se voyait vous disiez, il faut pas que ça se voie, il faut pas que ça se voie. Ouais, voilà. Comme Thomas l'imposteur dans le livre de Cocteau. Et avec votre petit ami? Il touchait jamais mon ventre. Et vous étiez toujours avec lui tout le temps de la grossesse?
Oui, il venait tous les week-ends chez mon père. Il n'a pas vu? Non. Ça, je crois pas. C'est Oui. impressionnant. Comment vous avez fait pour qu'il ne voit pas? Vous aviez des stratagèmes? Donc il touchait jamais mon ventre. C'est pas évident ça. Hein. Bah non, mais bon, enfin... Mais sur les règles, il vous posait pas de personne questions, ne votre savait. petite amie? Non. Sur le cycle? Non, parce qu'en fait, j'achetais toujours les serviettes hygiéniques et je mettais toujours les serviettes hygiéniques emballées dans les poubelles. J'ai rusé. Donc vous saviez que vous étiez enceinte, mais vous Oui, vouliez pas j'ai le savoir, calculé quoi. mes semaines, ouais, pour, au niveau de mes règles, parce qu'ils me posaient quand même des questions. Et le jour de l'accouchement, comment vous y êtes prise? Vous avez compris que c'était le jour de l'accouchement? En fait, j'ai dit que j'avais une infection urinaire, donc j'étais à l'hôpital. Mais vous avez compris que vous alliez accoucher? Non, pas trop. J'étais un peu dans le doute. Je savais pas ce qui m'arrivait. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu des contractions pendant 2 jours, donc j'ai pas dormi pendant ces 2 jours-là. Je les ai eues de la nuit à mercredi à jeudi. Voilà, je les ai eues à 3h du matin parce que j'ai regardé ma montre. Et j'ai été qu'à l'hôpital le samedi midi. Mais t'avais pas perdu les os? Non, je les ai perdus à l'hôpital dans la journée. Donc là, vous avez compris ce qui se passait, quoi. Oui, là, oui. Bah, de toute façon, à l'hôpital... Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Des gros doutes. J'avais vraiment peur. aviez Peur aussi 16 de la ans. réaction de mes parents, le fait que mon copain me quitte. J'avais vraiment peur de ça. Vous pensiez pas au bébé? Non, pas Pas pour l'instant. prioritairement. Pas pour l'instant. Mais donc je suis arrivée à l'hôpital. Donc mon copain et mon père commençaient à se lever en même temps que moi pour rentrer dans le box. Et je leur ai dit non, j'y vais toute seule. Et en fait, arrivé là, donc ils commençaient à me poser plein de questions. J'ai dit non, mais cherchez pas, je suis enceinte. J'étais voir un gynéco. Je me suis assise sur la chaise. Il m'a regardé, il m'a dit 16 ans. Même pas bonjour, rien du tout. 16 ans. Ah, ça, c'est dur. Et c'était vraiment dur pour moi parce que là, j'ai vraiment réalisé que. Quand est-ce que la vérité a éclaté pour toute la famille, petite amie inclus? J'ai appelé, donc j'ai envoyé un texto à mon copain en lui disant que j'étais enceinte. Je suis arrivée le samedi midi et je lui ai dit à 2h. Donc quand le médecin... Et vous avez accouché? J'ai accouché à 5h10 dans la nuit. Donc, Vous lui avez dit quoi dans le texto? Je lui ai dit que j'étais enceinte et que s'il pouvait me quitter, il pouvait partir, je lui en voudrais jamais. Et il m'a dit je te quitterai jamais, t'es la femme de ma vie, c'est une fille ou un garçon. Et ça, je m'en Il vous a rappellerai. répondu à quelle heure? Parce que vous l'avez envoyé à 14h, vous avez accouché à Même pas 17h? 5 minutes après, même Avant 22 l'accouchement. secondes après. Ouais, avant l'accouchement. Et vous ouais. avez répondu? Du coup, après, on a répondu. Bah, il venait. Enfin, il venait. Oui, moi. J'ai répondu vous- que je venais, qu'il venait. Oh, pardon, Non, mais excusez-moi, dans le texto, il a compris que tu étais en train d'accoucher ou il a cru que tu lui disais je suis enceinte de 2 mois, tu vois? Tu lui dis non, ça. mais après, il m'a demandé, oui, j'ai accouché. T'accouches quand? Oui, il m'a posé la question. Et tu lui as répondu? Dans une demi-heure. Aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Mais ça l'a pas choqué. Il était là, à l'accouchement? Oui, il était là. C'est Ma un garçon mère ou une fille, m'a accompagnée. C'est un garçon. Il s'appelle comment? Théo. Théo. Oh, oui, il est là. L'arrière-grand-mère de Théo est avec nous. Donc la grand-mère de Floriane. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour madame. Et c'est exact. Sa mère avait des doutes au mois de septembre. Elle m'a donc demandé d'aller voir Floriane et lui poser les questions. Et à chaque fois, elle me disait non. Et moi, je l'ai observée, je cherchais par tous les moyens de voir si vraiment elle était enceinte. Et je me disais, mais non. Alors, je téléphonais à ma fille en lui disant, mais écoute, non, elle n'est pas enceinte, je vois rien, elle n'est pas grosse, elle n'est rien du tout. Comment vous l'avez su, vous, madame? Ah, un samedi soir. Un samedi soir, donc. Oui, le Après samedi 17h10 ou pas? Il était, disons, minuit. Je Ah oui, donc rentrais là, de chez une amie. Léo était là. Il y avait sur ma porte un mot. C'était mon fils qui me disait que je devais absolument le rappeler parce qu'il y avait quelque chose d'important à me dire. Vous êtes devenue arrière-grand-mère à quel âge? Eh bien, j'en ai 66, 64. Quand vous l'avez eu dans les bras, Floriane, le bébé, vous avez ressenti quoi? Ce que vraiment j'ai ressenti, je l'ai eu, c'était mon fils tout de suite. Je l'ai vraiment, je l'ai bien pris. Je l'ai eu dans les bras, donc après on me l'a pris pour lui donner son biberon. Et là je l'ai vu avec son père et là ça a été, Le père est arrivé à ce magnifique. moment-là? Bah non, le père assistait à l'accouchement. Ah, super. Donc il a été là. Lui, il a pris 2 heures avant qu'il ait fait le père. Ça va vite hein, pour lui. Et hein. il y a aussi ma mère. Ah, je crois que je suis papa, j'accouche en 2 heures. Mais tu l'as bien pris parce que peut-être parce que ton Tout le monde ami l'a était là. accepté autour.
autour de moi. J'ai ma mère qui est venue d'Orléans exprès. Je lui ai dit, maman, je suis enceinte, j'accouche ce soir. Elle m'a dit, bouge pas, j'arrive. Et 3 heures après, elle était là. Ouais, mais est-ce que c'est un conseil à donner? En préparant l'émission, vous avez dit à notre équipe que vous regrettiez quand même la façon dont s'était passée la grossesse. C'est-à-dire que vous ne l'aviez pas vécue, vous n'en avez pas profité. Quoi. Non, je n'en ai pas profité. Votre famille, vous ne l'avez pas partagé, votre Non amie, plus. petite amie qui finalement était ravie. Et puis vous n'avez pas été suivi, vous avez pris des risques. Oui, c'est ça en fait que moi je regrette là. Alors d'aujourd'hui, ouais, je regrette par rapport au que j'ai pas été suivie. J'ai pris des gros risques, j'en ai pas profité moi-même. Mais sinon, je le regrette pas parce que je sais pas si vraiment il aurait été là lors d'aujourd'hui. Je sais pas, parce que j'en ai jamais discuté avec mes parents si vraiment il y aurait eu la question d'avortement qui se serait posée. Je sais pas du tout. Vous ne pourriez pas savoir, parce qu'en posant si, on refait l'histoire et là l'histoire, on va pas la refaire, elle a déjà existé. Donc, Marie-Claire, vous avez appris que vous étiez enceinte à 13 ans, vous étiez en classe de 5e. Ouais. Vous l'avez appris comment? Ben, moi j'étais... Au début, je ne me suis pas aperçue. Enfin, je faisais pas de cas par rapport aux règles. Puis après, ben, j'ai commencé à avoir des nausées, vers 2 mois par là. Et puis ben, j'ai commencé à vomir et puis je me suis posé la question quand même. Puis en ce moment-là, j'étais dans un foyer. Donc les gens autour de moi, ils l'ont vu. Moi, je n'acceptais pas vraiment. Je savais que j'étais enceinte, mais je n'acceptais pas. Dans votre tête, vous étiez un enfant ou vous étiez un adulte? Enfin, entre les deux, à 13 ans. Plus un enfant, plus un adulte? Plus une adulte, ouais. Je réfléchissais... À la vie à construire? Non, pas ça, non. Au garçon? Au garçon, ouais. Forcément. C'était un petit ami régulier qui était le papa? Oui, je suis restée 1 année quand même avec. Qui allait, enfin qui était papa? Il avait 16 ans. Il avait 16 16 ans, le père, à cette époque. Et vous 13? Et moi 13. Quand vous avez eu l'annonce officielle de votre grossesse, qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai rigolé. Vous avez rigolé d'abord? Ouais. De surprise? Ouais. J'ai rigolé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai rigolé. Je croyais pas. J'étais... Je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous êtes imaginé ce que ça pouvait représenter de devenir mère? Est-ce que tout ça t'a traversé? Ouais, c'est comme des flashs. Alors? Qu'est-ce qu'il y avait dans les flashs? Ben, donner le biberon ou... Ah bon? Ouais, c'était assez... Tout ça, vous avez vu tout ça d'un coup? Ouais. Vous étiez chez le gynéco? Non, j'étais chez le planning familial. Vous avez vu biberon? Biberon. Non, j'ai vu... À quoi ressemblerait votre vie aussi? Ouais. Ça va les sacrifices aussi? Ouais. Sacrifice, ouais. Sacrifice, ouais. Lesquels? Monstre, sacrifice. Ben, sortir, les études, les copains, les études. Et quelle décision vous avez prise? Je ne l'ai pas gardé, simplement. À ce moment-là, ce jour-là, vous avez pris la décision? Non, pas ce jour-là. Au début, je voulais le garder. Ah bon? Ouais. C'était il y a 5 ans. Voilà. Vous avez regretté d'avoir fait appel à... Au début, ouais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, un peu moins, mais c'est clair que ça reste mon premier enfant. Quel regard vous portez sur ces jeunes femmes qui deviennent maman à cet âge-là? Qu'est-ce que vous imaginez dans de leur vie? Ben, par exemple, je comprends Priscilla. Priscilla, qu'elle veuille sortir, qu'elle veuille faire sa vie, je la comprends. C'est clair qu'après, ben, il ne faut pas faire des enfants si on ne peut pas assumer. Assumer? Financièrement, mentalement. Ça, mentalement, on sait qu'après. Hein. Ouais, voilà. Quel que soit l'âge. Ouais, Il n'y a pas de permis pour avoir des enfants. On prend pas conscience tout de suite, hein, c'est sûr. Justine? On ne prend pas conscience tout de suite qu'on est maman. Il faut quand même un temps, je pense, pour réaliser. Même moi, 3 semaines après l'accouchement, je réalise sans réaliser, quoi. Et depuis l'âge de 15 ans, vous vouliez à tout prix devenir maman? Ouais. Vous savez pourquoi? Oui. Je me suis fait avorter une première fois. Et depuis, je l'ai assez mal vécu. Et j'avais tout le temps cette image en tête. Même maintenant, je me dis, mon enfant aurait 3 ans, quoi. Vous dites ça aussi? Non. Moi, Jean-Luc, ça aurait été pareil. Hein. J'aurais avorté, j'aurais compté les mois. Et je le savais. Hein. J'aurais regretté, j'aurais compté les mois, quel âge il aurait. On a fait une émission à toute une histoire là-dessus. Hein.
ne se rend pas compte à quel point ça peut être un traumatisme pour les mamans. Ça n'a rien à voir avec les droits acquis par les femmes, hein. Ça n'a rien à voir avec les lois qui ont été votées en 1975, etc. Heureusement qu'elles existent. Mais... On a 13 ans, on n'est pas vraiment responsable, je pense. L'est-on à 15 ans? Bon, j'avais... Même, enfin, c'est vrai que je pense que c'est assez difficile, même moi, à mon âge, je pense que même avant d'être majeure, ou même il y a des femmes à 30 ans qui ne prennent pas conscience qu'elles sont mamans quand elles accouchent. De toute façon, je pense que c'est difficile à tout âge. C'est difficile à tout âge. Chaque maman, peu importe l'âge qu'elle a besoin de respirer de temps en temps. Hein. De toute façon, 30, 40 ans, elle a besoin de partir de temps en temps. Je pense que c'est normal. Hein. Mais toutes les femmes qui sont mamans ne vivent pas chez leur maman, et ont leur maman à portée de main comme vous. Forcément, mais elles ont besoin de faire regarder leur bébé de temps en temps, leurs enfants. C'est sûr. Ouais. Voilà. C'est difficile à tout âge, hein. Je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Moi, je pense que ça dépend de la personnalité de la personne. Ah, c'est sûr. La personnalité, la situation, ça aide beaucoup après à prendre une décision. En parlant de vous, par exemple. Bah, moi, le fait que j'appréhende un peu l'avenir de mon enfant, c'est surtout la situation que j'ai eue par rapport au père de mon enfant, par rapport à moi psychologiquement. Qu'est-ce qui c'est par rapport au père de votre enfant? Mon enfant aura déjà pas son père près de lui, parce que je me suis séparée donc de lui quand j'étais à 4 mois et demi de grossesse. Comme un accord, on ne peut pas dire plus. Oui, voilà. Parce que pour moi, dans ma tête, comme je suis une enfant adoptée, je voulais toujours que mon enfant, il ait son papa auprès de lui. Voilà, quoi, la famille parfaite. C'est pour ça que mon enfant, pour moi, ce sera un repère, ce sera ma propre famille. Même si je suis très attachée à mes parents. Et c'est vrai que... Vous pensez que ça va vous construire un repère, c'est très clair. Voilà, c'est ça. Vous pensez la même chose, Justine, sur le point de repère que peut devenir un enfant? Oui, quelque part, parce qu'on se sent quand même rassuré d'avoir quelqu'un chez soi, je pense, pour peut-être nous relayer de temps en temps. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il représente pour vous, par rapport à ce que disait Laetitia à l'instant? Moi, mon enfant, déjà, c'est beaucoup d'amour. C'était un grand désir depuis longtemps. Donc, même si c'est sans le papa, je l'assume. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais... Vous étiez enceinte pour la première fois à quel âge? La première fois, j'allais avoir 15 ans. Donc un peu avant 15 ans. Ouais. Et là, vous avez accouché, vous aviez quel âge? Là, j'ai 17 ans. Et il a 3 semaines. Voilà. 3 semaines. Regardons ce reportage. On vous a accompagné lors de l'arrivée, votre arrivée d'abord à l'hôpital, le soir de l'accouchement. Oui. Vous avez répondu à notre appel à témoin, donc on est liés pour la vie maintenant. Oui. C'était un moment forcément inoubliable. C'était un bouleversement aussi. Après ce bouleversement qui est l'accouchement pour tout le monde, une autre étape qui est propre aux mamans qui sont un peu plus jeunes que la moyenne, et encore si la moyenne existe. La moyenne, c'est la moyenne des âges, hein, c'est pas la moyenne comme normale. Il n'y a pas de normalité. Retour à la maison avec Noah, chez vous et votre papa. C'est un reportage de Jessica Lia et de Frédéric Rioux. À Reims, vous habitez dans la Marne. Justine a 17 ans. Elle vient d'accoucher seule d'un petit Noah. Le père du bébé l'a quitté il y a 3 mois. Ça a été long. J'ai eu un peu de mal à gérer, mais ça a été. Maintenant, il est là, c'est le principal. Alors, comment il est ton petit garçon? Il est beau. Il est beau, il est grand et je suis trop heureuse. On n'oublie pas le trésor. Donc ça a été un travail très très long, mais voilà, mon bonheur est là. Au moment où il est sorti, je réalisais pas que c'était mon fils. Il va me falloir plusieurs jours pour faire connaissance, pour bien réaliser. 4 jours plus tard, nous retrouvons Justine à la maternité. Elle fait ses premiers pas dans sa vie de mère, un rôle qui s'annonce plus difficile que prévu. Elle a mangé trop vite. Les premiers jours ont été très difficiles. Je me dis que c'est jeune, c'est sûr. Et donc du coup, ça fait un changement quand même brutal. Il faut s'habituer. Sortie de la maternité, Justine rentre à la maison, elle vit chez son père. C'est là-bas qu'elle compte élever son fils. Moi, j'y connais plus rien. Je trouve pas qu'il est trop allongé après avoir bu le biberon. C'est pas comme ça qu'il va faire son rôle. Mais c'est ce que je lui ai fait faire déjà. Parce que pour le rôle, il faut qu'il soit redressé, Juju. Oui, non, mais je sais. Le père de Justine a souhaité témoigner anonymement. Il est contre cette grossesse depuis le début. Je n'aurais pas imaginé qu'elle rentre à la maison à 17 ans avec un bébé. C'est beaucoup trop jeune, pour tout un tas de raisons. Une question de maturité, je pense qu'elle va pas profiter de la vie. Elle va être face à ses responsabilités beaucoup trop tôt, à mon sens. Je suis un peu prise au dépourvu. C'est vrai qu'on appréhende toujours les premières fois, c'est pas toujours évident.
Et Justine n'est pas au bout de ses surprises. Elle découvre que c'est Noah qui donne le rythme de ses journées. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, prends-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tata, tu vas poteau de manger. cadet, ah, cheval. Ça arrive, mon cœur. Maman est en train de secouer le biberon. J'arrive. C'est bon. Noah s'est enfin endormi. Il est 16h, Justine réalise qu'elle n'a même pas eu le temps de manger. J'ai pas dormi beaucoup et je suis tout le temps avec le bébé, etc. Et donc du coup, j'ai pas eu de temps pour moi depuis ce matin 6h. Donc là, je suis un peu en manque de sucre, etc. Donc il faut que je mange, sinon je vais vraiment tomber. C'est là que je réalise que j'ai vraiment pas de temps pour moi, quoi. C'est pas évident, quoi, maintenant qu'il est là, même si je réalise pas trop encore. Je me dis que ça sera plus jamais pareil. Justine a dû aménager un petit coin pour son fils dans sa propre chambre d'enfance. Après l'accouchement, elle pensait emménager avec le père du bébé. Il devait commencer une vraie vie de famille. Ça me fait de la peine qu'il soit parti, c'est sûr, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je sais que j'arriverai sans lui, mais j'aurais préféré qu'il soit là. Hein. On a fait ce bébé à deux, donc je pense que Noah aurait voulu aussi avoir son papa avec nous. Moi, pour moi, je voyais vraiment l'avenir à trois, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment un bébé qui allait combler notre bonheur et on allait vraiment faire la petite famille. Je suis obligée d'être forte envers mon fils. Je suis obligée de me montrer forte envers lui pour pas qu'il voit sa maman perdue. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez hein. Il pèse combien là? Il pèse 3 kg 550. Ouais, quand il est arrivé? 3 kg 120. Oh, il prend du poids, c'est bien. Oui. Et il mesurait combien? Il mesurait 49 cm. Et là? 50. Tout progresse, hein? Oui. C'est comme vous l'aviez imaginé? C'est pas tout à fait, non. Pas tout à fait comme je l'avais imaginé. C'est vrai que c'est... On sait que c'est assez difficile, mais on s'imagine pas à quel point. Se lever la nuit, on s'aperçoit qu'on n'a plus de temps pour nous, tout simplement. Et c'est assez dur à prendre conscience. Les lumières lui font pas un peu mal aux yeux, pensez à vous? Peut-être que Sophie va... Tu veux prendre, Sophie? Fais confiance. Viens, mon bébé. Voilà. Oh là là, je suis là. Que t'es mignon, ça. Il pleure plus. Il a 3 semaines, ce petit bébé. Il est mignon, hein? Ouais. C'était clair avec votre père que lui s'en occuperait pas et que vous prendriez en charge tout le travail. C'était clairement dit avant. Oui, quand je suis tombée enceinte, mon père m'a fait une lettre en me disant, noir sur blanc, que si je gardais cet enfant, nos chemins s'éloigneront. Donc, si je gardais cet enfant, on se verrait plus, quoi. C'est le cas? Non. Fort heureusement. Parce que je pense qu'on a toujours besoin de garder cette relation avec nos parents. Avec votre mère? Avec ma mère aussi. Ma mère est très présente et au début, elle s'est dit, bon, bah, t'es jeune quand même pour avoir un enfant. Puis maintenant, elle est super contente. Mais c'est vous qui assumez le fait d'être une maman à 100%? Ouais. À 100%? Ouais. À 100%? Ouais. Vous avez sorti tout ça, c'est fini Bah oui, c'est... Pour l'instant, j'ai vu un grand soupir en disant ça. C'est vrai que j'ai quand même du mal à prendre conscience. Quelque part, je sais que c'est mon fils. Je le sais très bien, vu que l'accouchement était quand même difficile et long. Hein. J'ai eu le temps de prendre conscience. Bien avant ça, même, j'ai l'impression. Hein. Bien avant, même. Oui. Les échographies nous permettent de se rendre un peu compte, etc. Mais quand il est vraiment là, qu'il est à côté de nous, on se dit... Quelle est la plus grande surprise, quoi? Quelle était la plus grande surprise pour vous? Qu'il n'y ait plus de temps du tout pour soi? Ouais, bah c'est... Oh, ça va pas durer tout le temps, ça. Hein. Non, c'est sûr, mais bon, du fait qu'il fasse passer nuit, on est super fatigué, on a un peu de mal, quoi, c'est sûr. Ça va, Técia? Oui, ça va. Vous avez une question à poser? Bah, je veux savoir comment ça s'est passé pour toi, l'accouchement, je dirais la rencontre avec ton enfant, vraiment.
Bah, ça a été super émouvant, quoi. Bon, déjà, ça a été super long. Et quand j'ai accouché, j'ai poussé pendant 1 heure quand même. Donc j'ai eu le temps de bien... Sous péridurale Sous péridurale qui n'a pas fonctionné à la fin. Donc douloureux quand même. Non mais tiens, c'est un moment magique, hein, l'accouchement quand même. Hein. Je sais de quoi je parle, c'est bien. Ça reste un moment magique, je pense. C'est fantastique. Ça fait longtemps. Le premier contact, le peau à peau, c'est vraiment magique, quoi. Le moment où on te le pose sur toi, Enfin, moi, j'ai beaucoup pleuré. Ouais, mais ça, c'est bizarre, parce que vous l'avez pas ressenti, ça. J'espère que vous culpabilisez pas de ça. Mais il faut dire aussi que... Parce que ça se passe bien aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ouais. Vous, quand vous l'avez mis au sein, quart d'heure après sa naissance, vous êtes dit, c'est pas... Ça a bloqué. Alors que vous étiez très heureuse d'être enceinte Ah oui, bien sûr, j'attendais que ça, le moment où ils viennent. Et puis, au moment où il était là, j'ai bloqué total. J'ai viré. Michel Fize est sociologue, il vient souvent à ça se discute, nous éclairer, notamment sur les adolescents. Alors, vous venez d'écrire un bouquin au Cavalier Bleu sur les adolescents en général. Vous faites une différence entre avant et après 15 ans. Je ne sais pas si c'est une question de génération. Enfin, je veux dire par là, c'est une question d'âge ou c'est une question d'époque? Alors, d'abord, c'est une question de droit. Parce qu'en France, à 15 ans, on est dans la majorité sexuelle. Ça, on a tendance à l'oublier. Hein. Pas en tout cas, pas y penser tout le temps. Voilà. Alors, c'est vrai que, bon, bien sûr, en termes de progression de mentalité, à 15 ans, c'est dans l'idéal mieux qu'à 13. Mais je crois qu'il faut aussi tenir compte des personnalités. Je crois qu'on peut être mentalement prêt à mettre au monde un enfant, prêt à l'accepter quand on est papa également. Bon, sauf que la complication, c'est au niveau social. Il faut que la société soit prête à accueillir effectivement ces jeunes filles ou ces jeunes gens. Et je crois qu'on a encore du chemin à faire. Mais ceci étant, on vient d'un monde où c'était bien pire que tout ce que j'ai pu entendre ce soir. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 générations d'ici? Ah oui, tout à fait. Et pourtant, on avait les bébés. Il y avait aussi des mamans qui avaient des bébés très jeunes. Hein. C'est-à-dire, bon, il y avait autrefois. C'était caché. Il y avait autrefois un certain nombre de principes très rigoureux. Le premier, c'était pas de sexualité en dehors du mariage. Donc on se mariait. Et à l'époque, quelqu'un a dit la majorité de 18 ans, je crois que c'est vous. Hein. C'était 21. Et parfois, on se mariait pour s'émanciper, par exemple. Tout à fait. C'est très fréquent. Hein. L'émancipation, d'ailleurs, qui est un autre âge important, car à partir de 16 ans, on peut être émancipé complètement majeur. Voilà. Mais donc, dans cette vieille société, ce qui faisait la différence, c'était le mariage. Donc, il y avait les personnes qui étaient mariées et les autres. Et celles qui n'étaient pas mariées, se composaient à la fois de célibataires, qui étaient quand même assez stigmatisés, quand même, des gens pas très normaux, quand même, hein, pour ne pas fonder une famille. Vous parlez d'il y a combien de temps exactement, Michel? Il y a combien de temps? Oh, il y a encore une 50aine d'années. D'accord. Hein. Alors, effectivement, quand on avait malgré tout un enfant sans être marié, on appelait ça d'un mot épouvantable, les filles mères. D'ailleurs, si vous aviez fait cette émission, je crois, il y a 50 ans, peut-être que vous l'auriez intitulée « Oui, y a-t-il un avenir pour les filles mères ?» Voilà. Et les filles mères avaient, quand on parlait poliment, des enfants naturels, et quand on parlait un peu moins poliment, des bâtards. Ouais. Voilà, des bâtards. En écoutant cette émission, votre bouquin traite des adolescents de manière plus générale. Alors, les adolescents, selon le terme anglais, c'est les teenagers, donc c'est ceux qui ont l'âge qui se termine par teen, donc c'est de 13 à 19 ans. Je ne sais pas si les temps changent ou pas, mais pour vous, vous la faites, vous, cette différence entre avant et après 15 ans? Et en écoutant nos invités, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Michel? Alors d'abord, moi j'ai été frappé par le courage et la franchise de tous ces témoignages, parce qu'il y avait des témoignages qu'on peut considérer comme positifs, donc là c'est pas très difficile évidemment de les exprimer. Et puis je pense à Priscilla qui vit quand même une situation un peu compliquée par rapport à sa maman. Qui assume tout. Et qui a dit effectivement, je crois, avec beaucoup de courage, quelque part, ce qu'elle ne faisait pas de bien ou pas de suffisant. Donc là, moi j'aurais même envie de lui suggérer peut-être avec sa maman de réaménager un peu le pacte de vie commune. De manière à ce que sa maman essaie fort bien de faire, c'est-à-dire de tenir son rôle de grand-mère, parce que l'un des drames, effectivement, quand les enfants et les parents habitent encore sous le même toit, c'est d'arriver très très vite à une confusion des rôles. Donc la grand-maman problème de génération, moi je trouve. Et je me suis rendu compte que ma fille, finalement, elle était au même stade que moi. C'est une maman comme moi. Oui. Et ça a cloché. C'est quoi ce problème de génération dont vous parlez alors? Parce que c'est ma fille, c'est ma gamine, entre guillemets, c'est ma gamine. Ouais. Mais ma gamine, elle est maman. Ah, mais ça, si elle avait 50 plus, ce serait le cas aussi, et puis elle serait à un âge beaucoup plus classique. Mon foyer. C'était quelque chose que vous aviez imaginé auparavant, que votre fille puisse être... Vous en aviez déjà parlé on plaisantait comme ça. Comme toutes les jeunes filles. Si vous voulez faire un petit tour dehors, quand vous pouvez l'emmener faire un petit tour en coulisses, si vous voulez.
Théo aussi, il y a des gâteaux derrière, des chocolats, il y a des feutres, et des si les enfants sont des rois et les adultes, tant pis pour eux. Je crois qu'il y a une formule, il y a une formule qu'on pourrait utiliser, je crois, pour clarifier un peu les rôles. C'est une formule qui vient de l'univers politique. Soutien sans participation. Je pense que c'est bien que les mamans soutiennent leur enfant quand même dans quelque chose qui est compliqué, parce qu'il faut aussi essayer de concilier avec la vie d'adolescente. On n'a pas bien sûr à renoncer à une vie d'adolescente à 15 ans, on a simplement à l'articuler avec une vie... Sans participation. Alors sans participation, ça veut dire effectivement que ce ne soit pas les grands-parents qui prennent en charge l'intégralité mais sans participation, c'est plus ambigu que ça, parce que vous dites sans participation du tout. Non, sans participation excessive. Sans prise excessive, d'accord. Comment ça se fait? Comment vous l'avez vécu, le fait que vous êtes tellement contente d'être enceinte et qu'au moment de l'accouchement, on vous le pose sur vous, il ne se passe rien, un quart d'heure après, vous le mettez au sein et vous vous dites non, je suis pas... Mais je ne l'ai pas compris. C'est pas mon fils, je ne suis pas capable d'être une maman encore. Je ne l'ai pas compris. Vous y attendiez Non. Parce que moi, dans ma tête, on m'avait dit déjà, quand j'étais enceinte, fais attention, c'est beaucoup de responsabilités et tout. Et on pèse toujours le pour, le contre. On se dit, mais oui, je suis capable, je sais ce que c'est. En fait, on ne sait pas ce que c'est. Et dans le contre, vous mettiez quoi? Dans le contre, mon âge, le fait que je n'avais pas de papier professionnellement. Et puis, ça ne m'a pas freiner de toute façon, quoi. Je veux dire, aucunement. Et dans le pour, vous vous disiez quoi? Qu'est-ce qu'on a Parce que moi, j'étais encore avec le papa, donc j'allais avoir ma petite famille. Et puis, même si c'était tôt, j'allais la voir. Il n'y a pas d'âge pour être maman. Et... Même si c'était pas chez vous, non plus. Non, j'allais déménager avec j'ai déménagé avec le père de mon fils. Justement, nous, on s'est tout de suite dit, il faut qu'elle fasse son cocon avant que le petit vienne. Parce que... Et alors, elle est partie à pas tout à fait 10 km de la maison, à 16 ans. 16 ans. Bon, elle faisait sa petite vie tranquille. Mais bon, comme c'est un boomerang, j'ai toujours dit les enfants. Ça ressemble à quoi? Parce que Priscilla est très intéressée, évidemment. On se pose des questions de savoir comment on fait quand on... Le reportage sur Priscilla, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est moi ce que j'ai vécu avant. Au moment que moi je suis rentrée du père de chez mon fils, je suis revenue chez mes parents et on était tout le temps en engueulade avec ma maman. Ouais, t'as eu un stade aussi où tu bougeais beaucoup, où tu voulais sortir. Pendant bonnement 6 à 7 mois, je rentrais à 6 h du matin pour m'occuper de mon fils. Quoi. Moi, c'est pareil. Moi, j'aime mon fils et je pense que c'est qu'un stade et que ça va passer. Ça va passer, mais il faut t'en donner les moyens. Attendez, vous habitiez à 10 km de chez votre mère, vous sortiez jusqu'à 6 h à 7 h du matin pour vous occuper de votre fils. D'abord, il faut avoir la forme. C'est après. C'est quand je suis revenue parce que quand mon fils avait 9 mois, je me suis séparée de son papa. Donc automatiquement, je suis revenue habiter chez mes parents. Et puis là, j'étais restée tellement à la maison, fermée, que j'avais besoin de vivre vraiment. Et je sortais tout le temps, je couchais le petit à 9 h. Mes parents étaient à la maison, je ne me faisais pas de soucis, je rentrais à 6 h. Au début, elle est restée. Au début, mais une fois, mais je peux sortir. On a dit, il faut quand même qu'elle vive sa jeunesse. Autrement, elle risque de reporter sur le petit ce manque de jeunesse. Bon, puis bon, on arrivait toujours à l'atteindre. Elle avait le natel, s'il y avait quelque chose avec le petit. Vous êtes beaucoup engueulé à quel propos? L'éducation de Brian. Vous n'étiez pas d'accord sur quoi? On n'était pas d'accord sur la façon à quelle heure je le couchais, sur la façon de donner à manger, surtout sur le quotidien. Mais votre maman était plus permissive que vous, globalement, ou moins? Ah non. Moins? Maman, elle avait... c'est ses principes de son âge, c'est pas méchant, mais... C'est principe de vieille. Prends ça, vieille de 40 ans quand même. Hein. Non, mais c'est pas méchant, c'est une autre génération. Moi, en étant maman jeune, je me dis que, voilà, on a vécu autrement, la vie est différente d'avant. Et moi, je suis beaucoup plus permissive. J'essaie de rendre responsable. Moi, j'ai vraiment tout entendu, ça, ils sont contraires. Non, mais elle a été très bien parce que quand le petit il est né, après, il avait 9 mois, il est revenu à la maison. Il a pris. Elle dormait dans sa chambre de jeune fille avec son petit, sur le même étage. Ça doit être un choc. Oui, je pense que c'était dur. C'était assez bizarre. Psychologiquement, ça doit être dur. Rien n'a changé, mais tout a changé. Mais alors, elle m'a tout de suite dit, maman, s'il pleure, tu le laisses pleurer un petit peu, parce que moi, j'étais déjà maman comme ça. Vous avez habité chez vos parents, si j'ose dire? Oui, c'était prévu comme ça. Enfin, c'est prévu comme ça pour le moment. La question de l'instinct maternel, vous la posez, Laetitia? Oui, encore maintenant. J'avais peur de faire un rejet, justement, comme votre fille. À quel moment il est revenu, Audrey, où il est venu? Audrey Pas l'instinct maternel, mais la conscience d'être mère. 2 ans et le après plaisir. sa naissance. 2 ans? 2 ans. 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais, 2 ans. Moi, justement, j'ai vraiment peur de ça. J'ai peur. Ça doit être difficile. Pendant 2 ans? Bon, moi, je travaillais, j'ai commencé à travailler, il avait 2 mois. Donc déjà, la journée, j'étais pas là. Il y avait les nounous, enfin les mamans de jour. Ma maman, quand elle travaillait pas, elle s'en occupait.
Puis moi, le soir, c'était un automatisme, en fait. Je venais, je donnais mon biberon, je le couchais, paf, quoi. Je faisais pas ça avec amour, je faisais pas ça parce que j'avais envie. Parce que je voulais pas le laisser crever faire, à côté de moi, quoi. Donc je le faisais, c'était comme le travail à la chaîne, quoi. C'était le faire pour faire. Machinalement. Machinalement. Mais à quel moment vous vous êtes sentie devenir mère? Il y a eu un avant-après, il y a eu un clic? Il y a 2 ans en arrière, ma maman m'a sorti cash que si je continuais mon cirque, au fait de ne pas être maman, elle allait me faire enlever les droits parentaux. Donc je n'allais plus être maman. Je pense que c'était beaucoup pour me faire réagir. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, je faisais des grosses conneries et que ça ne pouvait plus durer comme ça. Donc j'ai discuté avec mes parents, j'ai posé le pour, le contre, je suis partie de chez mes parents. J'ai pris mon appart. Laissez-la parler. Pardon. J'ai pris dans le dos de ma maman, on a pris un appartement avec mon papa. Et puis je me suis installée toute seule avec mon fils pour pouvoir vraiment être que les deux et prouver à ma mère et prouver à tout le monde qui a pu critiquer que bah oui, je suis maman. Et puis. Attendez, c'est pour prouver ou c'est parce que vous êtes sentie mère? Parce que j'ai eu peur de ce que ma maman m'a dit. Je me suis dit, mais dans un moment, mon fils il va me partir sous le nez. Puis... Non, mais c'est bien que ma maman ait eu le courage de provoquer une réaction pour que vous prouviez à elle, ou peu importe, que le résultat soit là. Mais vous êtes sentie mère, vraiment? C'était pour prouver à quelqu'un? Mais l'amour est venu? L'amour est venu du jour au lendemain. Je me suis retrouvée dans mon appart. Le soir même, le premier soir, j'étais seule dans mon appart. J'ai bien eu le temps de réfléchir toute seule. Le lendemain, mon fils a emménagé, c'était bon. J'étais maman. Dis donc. Vous avez pris des risques ce jour-là, j'imagine, c'était pas de gaieté de cœur? Heureusement. Non, c'est-à-dire que c'est arrivé une soirée qu'elle est sortie. Et toute la nuit, impossible à l'atteindre. Impossible. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive si tout d'un coup on doit aller à l'hôpital pour le petit? Elle était mineure, hein. Vous étiez inquiète pour Non, votre... elle était majeure. J'étais majeure. Ouais, tout juste, quoi. Enfin bref, et puis j'ai dit non, alors là c'est plus possible. J'ai dit non, elle est rentrée à 6h30 le matin, très fatiguée. Alors là, chez nous c'est comme ça, on se met à la table et on discute avec son frère. On était les 4 à 7h du Conseil matin. de famille. Exactement. Et puis je lui ai dit ma chère, si toi tu veux gâcher ta vie, tu veux faire ta vie comme ça, c'est ton problème. Mais je ne te laisserai pas détruire mon petit-fils. Je crois qu'il faut... Et puis c'est là que... Je crois que pour rassurer peut-être Laetitia par rapport à cette idée d'un sein maternel, peut-être d'abord lui rappeler que maintenant on a prouvé que ça n'existait pas réellement. Hein, que être maman, c'est un apprentissage, hein, c'est un métier qu'on apprend au fil du temps. Alors c'est vrai qu'avec le premier enfant, bah, on tâtonne un peu, avec le deuxième, c'est un petit peu plus facile. Vous parlez de votre vie, Michel? Comment? Vous parlez de votre vie? Oui, moi j'ai qu'un enfant, donc c'est un peu plus simple. Mais je crois encore une fois que c'est cette idée d'apprentissage qui est intéressant. Et par rapport aux règles d'éducation, c'est bien évidemment la maman qui doit les définir. Hein. Bon, effectivement, la maman de la maman peut avoir ses propres idées, elle peut conseiller, mais elle n'a pas à imposer. Je pense que là, on est dans l'idée de... On invente ça. Mais là, on a une maman qui a provoqué, hein, enfin, je veux dire, qui a provoqué sa fille. Mais parce que moi, Moi, j'ai déjà ressenti comme, un peu comme un échec dans le sens où, pour moi, mon enfant, il n'aura pas son père. Et pour moi, c'était grave parce que je suis une enfant adoptée et il fallait pour moi que je donne le meilleur pour mon enfant. Et déjà là, j'ai échoué. Le fait de mon âge, que je suis jeune, enfin déjà, pour moi, c'est pas une... comment dire ça? C'est pas que je critique les mères ados, au contraire, voilà, ça m'arrive, mais pour moi, maintenant, si ma fille est rentrée enceinte à mon âge, peut-être que je bloquerais, je veux dire... alors, souvenez-vous de oui, voilà. Mais je veux dire... déjà, là, j'ai échoué, parce que c'est pas grave. Non, mais je ne dis pas que j'ai échoué dans... les échecs dans la vie. Non, je ne dis pas que j'ai échoué dans l'apprentissage de mon enfant, mais pour moi, c'était grave. Ah bah non, vous ne devez pas dire ça, il n'est pas arrivé sur Terre encore. Non, il n'est même pas encore arrivé. Non, mais je pense que c'était... Pour moi, c'est le fait que mon enfant, il n'a pas sa famille. C'est pas la famille de rêve dont vous aviez rêvé. Voilà, dont j'aurais rêvé. Pour moi, ça a brisé. Et regardez, vous avez vu les surprises? Vous avez vu pour Audrey la surprise? Il est pas elle était sûre que ça allait bien se passer. Ça a été super difficile. Vous, ça a été l'inverse. Pendant 9 mois, vous avez fait comme si vous n'étiez pas enceinte, Floriane. Oui. Et après, elle est devenue maman automatiquement. La vie est pleine de surprises. Parfois mauvaises, parfois pas. Frédéric te donne son avis sur tout ça. Frédéric Agénian nous a rejoint. Moi, je suis très touché de voir en tout cas tous ces témoignages parce que ça me fait à la fois beaucoup... ça me donne un peu de peine et puis en même temps, ça me fait très plaisir. Parce que... Alors pourquoi de la peine? Pourquoi du plaisir? Un peu les deux, parce que je vois que là, on a des adolescents qui sont à la fois dans le plaisir quand même d'avoir fait un enfant, puis en même temps dans la peine, parce qu'ils se rendent compte que élever un enfant, c'est énormément de travail, c'est de la responsabilité. Et qu'à leur âge, c'est pas évident du tout de pouvoir... En quoi ça vous raccroche à votre histoire?
Moi, ça me rapproche à mon histoire parce que j'ai été aussi conçu par tout simplement des parents adolescents. Ah bah voilà, vous allez pouvoir parler à Laetitia. Alors. Voilà. Et alors, quel âge avaient-ils vos parents déjà? Alors, moi, ma maman avait 11 ans. Et... 11 ans? Ouais. Et mon papa, 15. Voilà. Excusez-moi, mais ça fait un beau bébé, si je vous regarde quand même. Vous l'avez appris il y a combien de temps, ça? Parce que vous avez été adopté, hein? Oui, j'ai été adopté à l'âge de 2 ans. Ouais. Oui. Et donc, j'ai appris ça, j'ai attendu un petit peu d'évoluer et de pouvoir me dire ma maman qui elle est et au jour d'aujourd'hui, quel âge a-t-elle? Et puis, j'ai attendu de grandir et d'avoir le seuil de 32 ans pour pouvoir essayer de me renseigner un peu sur mon passé. Qu'est-ce que vous avez appris? On m'a présenté un dossier avec évidemment une trace de ma maman écrite. Et ça m'a interpellé parce qu'on a la même écriture tous les deux, donc ça m'a touché énormément, vraiment. Alors c'était une écriture évidemment, je dirais même pas d'adolescente, mais d'enfant, parce qu'il y avait des fautes pratiquement à chaque ligne. Et aujourd'hui encore, vous avez cette écriture d'enfant? J'ai une écriture très enfantine, mine de rien. Tout à fait. Et j'ai une écriture qui est plutôt très lisible et donc ça m'a énormément touché parce que les 2 psychologues que j'ai vus ont essayé de me dire qu'en définitive, est-ce que vous en voulez à votre maman? Est-ce que vous pouvez imaginer un âge qu'elle avait? Et on m'a dit au départ, vous savez, votre maman, elle est jeune. Je dis, ok, elle est jeune. Je me suis dit, elle doit avoir peut-être 18, 19 ans. Et puis, elle m'a dit, non, vous pouvez vraiment descendre parce c'est quand même situé plus bas. Alors, je me suis dit, après, on va aller vers 15 ans. C'est souvent un âge à 15 ans où ça peut arriver que... Et là, elles m'ont regardé, elles étaient un petit peu... Elles m'ont dit, non, c'est vraiment bien plus bas. Et donc, là, c'est surtout un âge où on n'imagine pas qu'on puisse physiologiquement devenir maman. Donc la surprise est d'autant plus grande. Hein. Ouais. Vous avez d'abord été choqué, vous nous avez dit en préparant l'émission. Oui. Vous avez eu peur, vous vous êtes posé des questions sur vous-même, sur votre propre constitution. Oui, je me suis dit... Vous étiez papa déjà, hein? Absolument, tout à fait. Papa de 3 enfants. Parce que moi, je suis papa, donc j'étais papa à l'âge de 21 ans. Donc j'ai des adolescents actuellement aussi. Donc j'ai 2 filles et un garçon. Une de 15, de 14 et un garçon de 13. Est-ce qu'il y a 7 ans que vous avez appris tout ça, hein? Oui, tout à fait. 7 ans que vous avez fait ces recherches auprès de l'ASE. Absolument. Et donc, quand on se dit qu'on a été fait par des enfants, on se dit sur le coup, est-ce qu'on a toutes ces cases, quoi? Quelque part, on peut se poser aussi les questions de se dire, c'est dur, c'est pas évident, Et en même temps, quand j'ai vraiment appris que ma mère avait 11 ans, ça m'a tellement touché que je l'ai vraiment pardonné, quoi. C'est ce que je me suis dit. Parce qu'au départ, j'en ai beaucoup voulu. Étant enfant, quand on m'a annoncé la nouvelle, c'était quand même très dur. Et puis le fait de savoir que cette mère était très jeune, j'ai essayé de me mettre aussi à sa place et de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a dû traverser? Parce que, à ce qui paraît en plus, elle aurait caché sa grossesse. Vous avez pardonné, ça veut dire que ça vous a apaisé aussi dans votre tout à fait. Colère intérieure? Oui. Parce que de me dire pourquoi... Tous les ans, je passe un anniversaire et tous les ans, je sais pas, je me dis, tiens, j'avance d'une année et puis il n'y a toujours pas de maman qui se présente, quoi. Vous avez 40 ans, c'est aussi un âge charnière pour les hommes. Votre maman en a une dizaine de plus, 11 de plus. Ouais. Vous voulez lui adresser un message ce soir, c'est ça? Oui. Je vous en prie. Dominique, écoute, si elle est prête au jour d'aujourd'hui ou si elle est devant l'écran, et si elle se reconnaît, bien moi je suis prêt en tout cas à la voir, même d'une manière anonyme s'il le faut, parce que je ne veux pas que ça cause de problèmes à sa famille aussi. C'est sans savoir son identité réelle? Absolument. Savoir ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est, et pouvoir aussi lui parler de moi et de mon évolution, tout simplement. Et puis j'ai un message quand même à faire aussi à ma mère adoptive, qui est très important, la remercier de tout le travail qu'elle a pu faire jusqu'à aujourd'hui, du travail qu'elle fait aussi pour mes enfants aujourd'hui, parce que en plus d'avoir été une maman, c'est une grand-mère, et qui s'occupe de mes enfants un petit peu comme la maman, par exemple, de Priscilla fait avec Priscilla. J'ai retrouvé beaucoup de points en commun avec cette femme. Là, vous habitez avec qui aujourd'hui?
J'habite avec qui? Avec mon épouse. Et puis, qui est la maman de 3 enfants? Absolument. Ça, c'est déjà un point de réussite. Hein. Oui, tout à fait. De nos jours, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, oui. Et il n'y a pas quelqu'un que vous avez oublié dans l'histoire? Il n'y a pas quelqu'un que j'ai oublié dans l'histoire. Oui, le papa. Ah, voilà. Ah, Michel? Le papa, bizarrement, j'en ai pas eu beaucoup de traces. Je sais pas, je me suis plus axé sur la maman. Quel âge avait-il, lui? 15 ans. Je me rappelle même plus son prénom, pour vous dire comme... Ah ouais, donc effectivement, vous avez vraiment oublié dans l'histoire. Par contre, ce qui m'a touché, c'est qu'à l'époque, il faisait une école de dessin industriel. Et que moi, à 15 ans, j'ai aussi fait une école de dessin, pas industriel, mais publicitaire. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ces gènes viennent de lui. Ouais. Voilà. Comme ça m'a fait du bien. Je crois que tous les jeunes papas ne sont pas ces salauds qu'on présente, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de fuir, de ne pas assumer les responsabilités. Ouais, il faut dire que parfois, Quentin est un exemple, effectivement, que ça peut se passer autrement. Mais il faut aussi savoir quand même qu'il y a des jeunes papas qui sont rejetés par les parents de la jeune maman. Hein, qu'on considère effectivement mal, qui a une mauvaise image. Voilà. Oui, donc, et puis le garçon est forcément moins mature, etc. Donc ils ne sont pas toujours très aidés à assumer leurs responsabilités. Quentin, vous étiez un ado fêtard, mais j'ai l'impression que vous faites tout sérieusement. Quand vous faites la fête, vous êtes sérieux, et quand vous êtes papa, vous êtes sérieux aussi, quoi. Pourquoi quand je fais la fête, je suis sérieux? Non, ouais. C'est sérieux, je veux dire, vous faites les choses sérieusement, je veux dire. Ouais, quand je fais les choses, c'est pas à moitié, quoi. C'est... dans mon adolescence, j'étais un ado comme la plupart. Je sortais, je buvais, Depuis l'âge de 12 ans, j'ai dû faire toutes les bêtises du monde. Les bêtises possibles. Les bêtises qui sont au catalogue, ouais. Voilà, ouais. Et puis depuis qu'elle est tombée enceinte, ça a changé du tout au tout. Ça m'a métamorphosé. C'est dur à expliquer parce que c'est... c'est parce que c'est de l'ordre de quoi? De l'instinct, de la responsabilité vous avez l'impression qu'il y a un instinct, quelque chose qui vous dirige? C'est comme un instinct, ouais. Je me dis, ça va me mettre sur un chemin qui va être meilleur que celui que je suis en train de vivre. Même à l'âge que j'ai, c'est bien de sortir en boîte, tout ça, mais je veux avoir un but dans la vie, je veux bosser comme un taré. Comment vous êtes pris? Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Comment vous êtes pris pour élever tous les deux, sans vos parents respectifs, votre enfant, en ayant 15-16 ans? Moi, voilà, contrairement à ce que disait monsieur, que l'instinct maternel n'existe pas, je sais pas, ou je suis peut-être, encore une fois, je dis bizarre, mais dès que j'ai eu mon enfant sur moi, tout est venu naturellement. Les nuits, même pas je le réveillais pour les nuits, c'était tac, j'ouvrais les yeux, elle pleurait, je lui donnais les biberons, on allait chez le médecin, tout s'est fait tout seul en fait. Hein. Ouais, on n'a pas réfléchi à... Et comment vous avez vécu, matériellement, comment vous avez réussi à assumer votre vie de couple à 3, quoi? Ça a été très dur matériellement, comme à la base, il faut galérer parce qu'il faut trouver un boulot, il faut trimer, quoi. Il faut chercher un appart, il faut s'installer. Vous avez réussi à trouver tout ça à quel âge? On s'est installé très tôt. On s'est installé, elle n'est même pas encore accouchée. J'étais enceinte de 8 mois. Donc vous avez quel âge tous les deux à l'époque? Moi, j'avais 15 ans, enfin non, j'avais 16 ans, 16 et 17. Je pense que c'est drôlement jeune, hein. Vous étiez émancipé? Vous avez été émancipé? Vous avez eu la majorité avant l'âge? Vos parents peuvent... Non, c'est comme un accord. Moi, par exemple, pour aller à la banque, j'avais encore besoin de ma maman, qu'elle signe quand je retire de l'argent, etc. Tout en étant aussi responsable. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui parents de 2 enfants? De 2 enfants. 2 enfants? Oui. Ouais. Et voilà, quoi. Non, c'est ça. Quel âge est la petite fille? La petite, elle vient d'avoir 1 an. 1 an, oui. Et Quentin, si tu n'avais pas eu la première fille, est-ce que tu aurais continué à faire la foire? Si j'aurais pas eu... Les si, vous savez quoi? Non, mais ce que je veux dire, on ne peut pas savoir. Rien ne vient sans rien. C'est sûr que j'aurais savoir. Non, mais je pense que j'aurais continué à faire le guignol pendant un temps, mais... Enfin, moi, dans la vie, en fait, je voulais un but, et l'adolescence, je pense pas que c'est... Enfin, c'est pas pour moi, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on Je m'embêtais dans... Il faut qu'on avance, Michel. Je vous donne la parole juste après, parce que regardez d'abord ça. Va, de manière générale, on va regarder quelles sont les motivations qui poussent les jeunes ados à avoir des enfants, dans une enquête un peu plus... entre le vrai désir profond, ce qu'on peut appeler de l'instinct ou pas. Bon, il y a des psys qui disent que l'instinct, c'est pour les animaux, l'intuition, c'est pour les êtres humains, mais peu importe, on joue sur les mots, là, c'est une question de lexique commun. Vrai désir ou inconscience, pardon pour la voix, hein. Je suis comme tout le monde et je reviens pas du Mexique, et encore... Solidarité avec les Mexicains. Quelles sont les motivations qui peuvent pousser de jeunes adolescents à vouloir un enfant? Que cache une telle envie? Autant qu'on puisse le savoir. Enquête de Jessica Lia et Cédric Terrasson. Grande-Bretagne, février 2009. Les images de ce couple d'adolescents et de leur bébé font le tour du monde. Le débat sur les grossesses adolescentes est relancé.
Est-ce que tu penses que tu feras un bon père? Oui. Comment vas-tu faire financièrement? Qu'est-ce que vous voulez dire par financièrement? En France, sur 10 000 grossesses adolescentes, 4 000 mères choisissent de garder leur enfant. Comment peut-on expliquer ce désir de maternité si précoce? L'adolescente, à travers la grossesse et la maternité, finalement, c'est un petit peu comme un SOS. Écoutez-moi, regardez-moi, aidez-moi. Et qui trouve dans le bébé le moyen de se gratifier, et de donner de l'amour là où ils se sentent un petit peu abandonnés. Il peut y avoir aussi des jeunes qui ont, à travers la grossesse et la maternité, le besoin de s'affirmer devant des parents. Et qui viennent rappeler à travers cette grossesse, au fond, c'est moi qui décide de ma vie. Plateforme du fil Santé Jeune, un service national anonyme et gratuit. D'une simple question sur la contraception au véritable désir de grossesse, ici, on reçoit 800 appels par jour. Fil Santé Jeune, bonjour. Quel âge avez-vous? 16 ans. D'accord. Donc vous savez ce que c'est que la pilule du lendemain? Si le test est positif, il faut qu'elle nous appelle assez rapidement. Hein. D'accord? Ça veut dire qu'elle est enceinte. D'accord? Elle nous appelle assez rapidement pour qu'on puisse l'orienter et l'aider si elle le souhaite. On a beaucoup plus des jeunes qui auraient peut-être l'envie d'être enceintes, qui développent cette idée, qui en éprouvent l'envie. Donc notre rôle, c'est de les faire effectivement prendre conscience des conséquences que ça peut avoir. Et être mineur, c'est être encore sous la dépendance de ses parents, c'est être scolarisé, c'est devoir assumer un certain nombre de choses par rapport à l'enfant. 4000 enfants naissent chaque année de parents mineurs. Pour ces adolescents, le passage dans le monde des adultes est souvent brutal. Le double processus, l'émancipation qui est propre à la période de l'adolescence, s'affirmer, ça peut être court-circuité par la maternité ou la paternité. C'est-à-dire qu'ils sont précipités dans ce rôle de parents. Et ça, c'est vraiment tout à fait préjudiciable pour l'avenir de ces jeunes. Par contre, là où ça peut être positif, pour certains, ça peut être vraiment une chance de construire leur vie. Quentin est un père adolescent heureux et fier de l'être. L'été dernier, dans l'émission Secret Story, il avait révélé être père de 2 enfants à tout juste 21 ans. Quand Gloria, sa petite amie, est tombée enceinte, elle avait 15 ans, lui 16 ans et demi. Là, j'étais enceinte de 8 mois déjà. On était à Monaco, je crois. Quand le test est passé positif, j'y croyais pas en fait. Je me disais, c'est pas possible. Il y a dû avoir une erreur. À 15 ans, on peut pas tomber enceinte. Il y a quelque chose qui va pas. Quand je t'ai dit, Quentin, j'ai quelque chose à t'annoncer, tu m'as dit, c'est pas la peine, j'ai compris. Ouais. Il avait compris tout seul. C'était la seule angoisse que j'avais quand je lui ai appris ma grossesse. C'était qu'il me dise, mais je peux pas assumer, il faut que tu te débrouilles toute seule. Et bon, ça va, t'as bien assumé. Oui. En fait, Quentin a donné un réel sens à sa vie en endossant son rôle de père. Devenir père, ça a tout changé, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas assez stable, j'étais le petit jeune un peu foufou, qui savait pas quoi faire de sa vie. Et du jour au lendemain, ça a tout changé, mes objectifs, ça m'a calmé, ça m'a assagi. Allez. La jolie Stella a même vu arriver une petite sœur. À 20 et 22 ans, Gloria et Quentin assument pleinement leur statut de jeunes parents. Quand je regarde les autres parents, je suis pas un moins bon père parce que je suis jeune. Je pense pas que l'âge ça a à voir avec ça. Les filles elles sont heureuses, on est tous heureux ensemble, que du bonheur pour l'instant et j'espère que ça va durer. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Alors voilà les experts, voilà les grands experts. Par leur expérience, c'est vous les experts qui peuvent apporter leur expertise. Non mais c'est vrai, au moins c'est du vécu. Il y a 2 façons de pouvoir prendre des nouvelles quand on cherche des informations avant d'affronter une situation compliquée. Soit on va avoir des gens qui sont des spécialistes de la question, soit on va avoir des gens qui l'ont vécu. Ouais. Et souvent les deux sont bien. Enfin, il vaut mieux avoir les deux, quoi. On est le bon côté des choses, quoi, ouais. Finalement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Laetitia? Vous avez vu que ça pose plein de questions. Oui. Et à votre voisine de droite aussi. Moi, comme je disais, rien que par rapport à cette panique que tu as de voir ton enfant et de ne pas savoir gérer, il faut vraiment pas surtout te poser ces questions-là parce que c'est là que tu vas paniquer, je pense. Ouais, en fait l'angoisse va emmener du stress. Il faut vraiment laisser faire les choses. En fait, il faut essayer vraiment d'être zen, quoi. Mais c'est facile à dire, mais je sais que ça doit être dur à profiter, appliquer, voilà. Il faut essayer vraiment de... Parce que c'est pas si horrible qu'on le dit, il y a des trucs à faire, mais c'est... C'est pas si dur que ça? Personnellement, non. Après... Pas la maman? C'est la maman, elle ouvre les yeux donc le bébé pleure. Attention, quand vous ouvrez les yeux, ça fait pleurer le bébé.
Non, mais Non, je veux dire, c'est pas atroce, quoi. il faut positiver et pas ouais, faut- faut de suite se dire, voilà, ça va être horrible, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut penser aussi au bon côté des choses. J'allais dire, ouais, ça, on n'en parle pas tellement de ça jusqu'à présent, Il du y a plaisir. il y a une chose aussi qu'il faut rajouter, peut-être, c'est qu'il faut aussi penser davantage à l'enfant, hein, à ses besoins à lui. Il a le droit d'être aimé. Et je crois que sa sécurité passe par l'amour. Donc il faut savoir s'oublier un petit peu, effectivement, dans l'intérêt même de l'enfant, qui est là, et donc qui aura besoin, effectivement, de devenir lui aussi Mais ça, quelqu'un c'est de sur la responsable. responsabilité, sur le devoir de donner ses droits. Parlons du côté positif. Quels sont les moments forts maintenant et agréables que vous partagez avec votre enfant? Bah, vu que je travaille toute la journée, j'ai hâte du soir de rentrer, de pouvoir m'occuper de mon fils. Ah bon? Rien que... C'est ça, Justine aussi, qui a un petit Noël de 3 semaines. Ah, moi, ça me fait tellement mal au cœur, je me rappelle tellement pas quand il était petit, j'étais tellement pas présente. Vous regrettez? Donc, ah oui, je regrette beaucoup, oui. Moi, je pense que le principal, c'est que tu récupères les moments que tu as perdus auparavant. Récupérer, je pense pas que je récupérerai. Le passé, c'est le passé. Seulement maintenant, je vois vers l'avenir et je me dis qu'est-ce qu'il a besoin maintenant pour être bien. Il va rentrer à l'école, donc je profite avant qu'il me, entre guillemets, qu'il reparte. Il n'est pas à moi, mais qu'il reparte maintenant que je l'ai eu pendant 2 ans pour moi. Ouais. Là, il part à l'école, donc maman, c'est à côté. Et il reviendra aussi même tous les soirs. Hein, non oui, mais c'est pas la même chose. C'est l'école, c'est un pas de plus à faire. Vous travaillez la journée? Oui, tout à fait. Pendant que vous travaillerez, il ira travailler, je veux dire. Oui, voilà, chacun son tour. De quoi vous avez plus peur, Laetitia? Salut, toi. Je t'ai vu, hein. Pas un bébé qui a été caché pendant 9 mois, puis hein, bon, il a l'air un peu timide, enfin pas tant que ça quand même. Hein. Tu veux venir ici? Vas-y, mets-toi debout. Vas-y. Il fait ce qu'il veut. Hein. Vas-y. Tu veux venir, Théo? Tu viens? Là, je commence. Viens, viens. Il viendra après. Hein. Il fait le timide. Hein. Oh, il y a du monde qui nous a rejoints pendant ce temps. Je demande d'accueillir d'abord Marie-Thérèse et Valérie qui sont avec nous. On peut les accueillir. Marie-Thérèse qui a eu le courage et l'envie de partager son histoire en répondant à notre appel à témoins. Marie-Thérèse, quel regard vous portez-vous sur votre maternité à vous? Eh ben, je regrette d'avoir eu une maternité à 16 ans et demi qui a gâché ma vie. Vous y allez fort? Oui, j'y vais fort, parce que c'est vrai, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que ça a gâché de votre vie? J'ai quitté l'école. Au mois de janvier, au mois de février, j'étais mariée. Vous n'étiez pas heureuse en amour? Ben, pas spécialement, j'avais envie de vivre ma vie d'adolescente que je n'ai pas eue. Vous étiez mariée à quel âge? 16 ans, oui. C'est pas un peu dur à entendre pour votre fille, ça? Je pense que si. Ça fait longtemps que vous l'entendez, ça? Oui. Et j'ai tout quitté quand j'avais 16 ans. Quand elle avait 16 ans. J'avais envie de vivre. Quand votre fille a eu 16 ans à son tour? Vous vous en souvenez? Oui. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous avez compris ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez compris? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, elle m'abandonne. Elle est partie, elle est partie, Oui, elle est partie. Vous étiez avec votre père et votre mère? Oui. D'autres enfants? Non. Vous l'avez senti qu'elle pourrait partir? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était préparé de longue date? Oh, je le disais que je partirais un jour. Je le disais même à mes parents. Parce que c'est mes parents qui m'ont mariée. Parce que vous étiez enceinte? Parce que j'étais enceinte. Et il fallait... Moi, c'est ce dont parlait Michel tout à l'heure. C'était la honte de la famille, quoi. J'étais la honte de la famille. Vous dites ça a gâché ma vie. En tout cas, déjà, ça a gâché votre jeunesse. Ça a gâché ma jeunesse, Vous êtes senti étouffé, vous n'avez pas pu vivre votre jeunesse. Tout à fait. Et vous êtes marié avec quelqu'un que vous n'aimiez pas? Pas spécialement. Non, pas spécialement, ça veut dire pas, normalement. Non. Pas énormément, en tout cas. J'ai pas appris à l'aimer. Vous n'avez pas appris à l'aimer, c'est joliment dit. Non. Et votre fille, vous avez appris à l'aimer? Ah oui. Oui. Même en le disant... Et je l'aime beaucoup. Mais j'ai pas été élevée dans une famille où on se disait qu'on s'aimait, où on se faisait des bisous et tout le truc. Et j'ai reporté un petit peu sur ma fille, certainement ça aussi. Donc à l'âge de 32 ans, oui. Vous êtes parti, c'était prémédité? C'était pas vraiment prémédité, mais j'avais dit que je partirais un jour. À qui? À mes parents. Mais personne ne le savait, personne d'autre, il ne fallait pas le dire.
Qu'est-ce que vous avez dit à votre fille? Qu'est-ce que vous avez donné comme Ma explication? fille, je lui ai rien dit, j'ai pas donné d'explication. Vous êtes parti comme on fume, Voilà, je suis rentrée le soir, il n'y a plus personne à la maison. J'avais mis un mot sur la table, je crois. Oui. Et puis je me suis tirée. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le mot? Je suis partie vivre ma vie. La jeunesse que j'ai pas vécue, je vais la vivre maintenant. Vous étiez avec votre père encore? Oui. Vous avez compris Non, j'ai pas compris. Vous aviez souvent entendu que vous avez gâché la vie de votre mère, ça ne doit pas être agréable de grandir avec ces phrases-là, hein? Ouais, elle me le disait pas franchement, mais... Non. Qu'est-ce que vous en compreniez? Qu'est-ce que vous compreniez de ça? Bah, de temps en temps, elle me disait que bon, elle se sentait pas bien, qu'elle n'avait pas eu de jeunesse, qu'il fallait qu'elle rattrape un petit peu le temps perdu. Mais ça, dans les dernières années, enfin, dans les dernières années avant son départ? Ou depuis toujours? Non, avant son départ. Avant son départ. Et vous êtes parti? Quand je sortais, elle me disait, t'as de la chance, tu sors. Voilà. Ouais, mais elle avait moins de 16 ans. Et vous, avant 16 ans, vous sortiez aussi? Bah, pas trop, parce que il y a 45 ans de ça. Pas suffisamment pour rencontrer un homme, en tout cas. Ben si, j'en ai rencontré un, bien sûr. Ouais. Vous êtes revus combien de temps après? Avec ma fille? Ouais. Ah bon, on s'est toujours revus. Je pars vivre ma vie. Oui, non, mais moi j'habitais à Paris. Non, moi je suis restée avec mon père. Elle est restée avec son père, Où? mais... Pardon? Où? Dans la région parisienne. Dans la région parisienne, oui. Et vous voyez régulièrement? Non. Non. C'est-à-dire? On s'est revus au décès de mon grand-père. Combien de temps après? 82. 4 ans après. 4 ans après? Ah, on ne peut pas dire que vous soyez resté proche. Et est-ce que là, vous aviez eu des... Vous étiez content de rattraper le temps perdu? Je ne sais pas si on peut le rattraper, le temps perdu. J'ai pas rattrapé, mais j'ai vécu... je voulais sortir en boîte, je voulais connaître du monde, et puis... Mais entre-temps, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler à 17 ans. Valérie avait 9 mois quand j'ai commencé à travailler. Donc je l'ai gardée, quand même. Vous n'avez pas l'impression d'avoir eu votre lot d'amusement, quoi? Non. Après, on peut s'épanouir Non. dans toutes sortes de circonstances, hein. Il y a des femmes et des hommes qui sont jamais aussi heureux que quand ils ont des enfants. Il y en a un que je connais bien qui adore bosser. J'avais pas envie d'en avoir un enfant. J'avais pas envie. Hein. Parce qu'après ces 4 ans, vous vous êtes vus à quel rythme? Qu'est-ce que vous avez continué à garder comme relation? Vous êtes devenue grand-mère depuis? Oui. Ah oui, mais il y a longtemps. Oui, mais vous le restez. Oui, les grand-mères. Oui. Ah, pourquoi vous êtes venue, Marie-Thérèse? Je voudrais que, déjà pour témoigner, que d'avoir un enfant à 16 ans, c'est un peu trop jeune. À l'époque. Qu'il ne faut pas reproduire ce... Michel dit à l'époque. Oui, parce qu'il y avait quand même, par exemple, le droit à l'avortement de 75 n'existait probablement pas. Ça n'existait pas. Voilà, donc il n'y avait pas cette alternative. Des parents catholiques et tout le truc, où il était hors de question d'avorter. Allez-y, on n'arrête pas Marie-Thérèse. Et avec un majeur. Et en plus, un père majeur. Et le père était majeur et moi j'étais mineure. Avant, elle ne pouvait pas, justement. Ouais. Elle ne pouvait pas et ça n'existait pas. Ça existait certainement, mais c'était pas dans les règles de la famille. Voilà. Mais maintenant, on peut le faire. On sait qu'est-ce qui nous attend. C'est un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Hein, pardon? C'est pas un enfer, non. Oui, c'est Ouais, sûr. voilà, C'est pas un enfer, non. C'est personnel à chacun, la décision. Oui, bien sûr, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est toi qui décides si tu avortes ou pas. Ah bah oui. C'est clair, les gars, les médecins, ils vont pas venir vers toi et nous dire non, maintenant vous avortez. Heureusement. Marie-Thérèse est venue formuler un message à sa fille. Je vais vous donner 10 minutes pour vous concentrer tranquillement. Pendant ce temps-là, on va regarder des invités qui reviennent nous voir, qui sont venus il y a quelques temps et qui viennent nous donner de nouvelles. C'est la 15e anniversaire de l'émission Ça se discute cette saison, donc on a décidé de faire un petit peu un point. Nous, on fait ça très régulièrement, de toute façon, au réservoir. On prend des nouvelles de nos invités, ils nous appellent, etc. Donc c'est très agréable, ça nous fait plein de famille. C'est vachement sympa, non, ça. Et parfois, vous nous écrivez aussi pour prendre des nouvelles de nos invités. Aujourd'hui, on vous donne des nouvelles d'Hélène, par exemple. Nous avons rencontré son compagnon Vincent pour la première fois sur ce plateau en octobre 2008, donc il n'y a pas si longtemps. C'était lors d'une émission intitulée La grande aventure du couple. Un spécial, ça aussi, qui revient souvent. À l'époque, elle n'avait pas pu accompagner Vincent, car elle était sur le point d'accoucher. Donc c'est un sujet qui va vous concerner, mesdames et messieurs. Et le compagnon sur le plateau, Vincent, angoissé à l'idée de devenir père. Il revient sur ce plateau. Mais d'abord, souvenez-vous. En octobre dernier, Vincent était notre invité.
Hélène, sa compagne, était enceinte. Cette grossesse le faisait complètement paniquer. Mais c'est impressionnant. Moi. Vous avez peur de votre bébé, vous n'avez pas de l'arrivée du bébé? Ah oui, bah oui. Enfin, non, pas peur. Non, je suis très content, heureux. Mais quand je vois le ventre à échographie halluciné, c'est... Mais qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là? Ça fait alien, ça fait... Vincent avait décidé d'affronter sa peur. À 15 jours de l'accouchement, il avait assisté pour la première fois à l'échographie. Vous ne l'aviez pas vu encore en live, hein? Ah non, j'avais vu les photos, mais pas... Ah ben voilà, j'hallucine. On va faire écouter un petit peu ça. Oh la vache. Il se porte très bien. Très bien. Mais c'est vrai que je suis pas bien. Je préfère être à la maison, c'est certain. Voir le corps de sa compagne changer le mettait mal à l'aise. Depuis des mois, il faisait chambre à part. Que tu dormes là-bas, bon, je dirais pas que ça me fait plaisir, mais moi, pour moi, c'est normal qu'après que notre intimité revienne pareil. On verra bien ce qui se passe. Mais je suis toujours dans l'incertitude. Le jour de l'émission, Hélène n'avait pas pu se déplacer. Elle était sur le point d'accoucher, nous l'avions jointe par téléphone. Comment ça se passe, Hélène? Vous en êtes où, là, actuellement? Là, j'en suis à quelques jours du... Parce que j'ai le SAMU sur la 2, hein. Vous inquiétez pas. On était avec vous. Et enfin, pour moi. Il faudra un SAMU pour moi aussi, alors. Vous allez assister à l'accouchement? Ah non. Hélène, ça va vous manquer? Bah, si elle pouvait accoucher ce soir... Si elle pouvait accoucher ce soir pendant que vous êtes à Paris? J'aurais une excuse comme ça. Alors, vous étiez... Il n'a pas pu prendre sa journée aujourd'hui, donc il est au travail. Mais Hélène, vous n'étiez pas au travail. Le jour où on a fait l'émission, vous étiez où alors? J'attendais que la puce arrive. Mais c'était à la seconde... Enfin, je me souviens très bien. Moi. Ouais bon, c'était à une semaine près, jour pour jour. Vous étiez au téléphone avec nous, donc? Oui, sur mon canapé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant l'émission? J'étais fière. Fière de quoi? Bah, ça remonte encore un peu. Fière de ce qu'il faisait. C'est-à-dire? Précisément. Mais je savais qu'il était heureux. Mais il avait besoin de le dire. Donc, j'étais fière qu'il vienne là. C'était un grand morceau de courage, en tout cas. Hein, c'était se prendre en main. Ouais. Et devant tout le monde, de la part de Vincent. C'est ça. Ouais. Il doit être content de voir que ça produit de l'effet, en tout cas sur celle qu'il aime. Comment ça se passe avec la petite Lilou depuis? Ben voilà. Mais ça, c'est une photo, vous savez, c'est une image fixe. Hein, donc, globalement, ça se passe comment? Ça se voit, c'est super. Ouais. C'est super, c'est ce que je vous disais ce jour-là, j'avais aucun doute. Bon, à la maternité, ça a été un peu costaud, mais une fois qu'il l'a vu, ben, c'est ce qu'on dit. Ça s'apprend pas, c'est ce que je dis aussi à Laetitia, c'est que même nous, on a 30 ans, ça s'apprend pas. Tous les jours, on suit le bébé et puis on suit. Voilà. On suit le bébé, vous dites? Mais si, on est obligé, c'est ce que dit Justine, je crois. Oui, Justine. On suit le rythme du bébé parce que ben, c'est lui qui dicte après, sans qu'on est fixé sur le bébé. Donc, les tétés, les couches, on dort quand il dort. On essaye, du moins. Exactement, on essaye parce que c'est assez impressionnant, on est réglé au moindre bruit, donc on sursaute. Voilà, non, c'est super. Il se lève, Vincent, la nuit? Non, il se lève pas la nuit. Est-ce qu'il se lève le matin pour aller travailler? Oui. Bon, déjà, il se lève. Voilà. Alors, quand il était à l'émission, il disait « J'espère qu'elle va accoucher pendant que je suis ici, parce que ça m'arrangerait, je n'aurais pas à venir à l'accouchement. » C'était pas loin, hein, c'était pas loin. Comment Qui parle? Non, c'était Quentin. Ah, pardon, Quentin, excusez-moi. Non, j'ai dit les hommes, ils se lèvent pas quand les bébés... Ils entendent pas les bébés. Non, ils ont pas le réflexe. Ils sont sur la nuit, ouais. C'est vrai, moi, j'ai jamais entendu. Vous avez jamais entendu la nuit? J'ai jamais entendu, mais c'est vrai. Je comprends. Ma fille, elle n'entendait rien du tout. Ah, votre fille aussi, et encore moins quand elle est revenue à la maison. Ouais. Le papa est devenu papa. Oui. Parce qu'à l'époque, vous faisiez chambre à part, il avait peur pour des raisons personnelles. Le côté physique. Il avait peur du ventre, ouais. Oui, puis il avait peur aussi de ce que le ventre annonçait, c'est-à-dire à savoir qu'il allait devenir papa. Il avait peur de. Je pense, ouais. Mais ils sont extérieurs. Il était là à la naissance? Il était en salle d'attente, mais je ne voulais pas qu'il soit présent. Hein, parce que le connaissant, c'était. Et puis j'avais pas envie. D'accord. C'est quand même, on est quand même. Plein de raisons. Chacun son choix. Et puis ça. Est-ce que c'est encore chambre à part aujourd'hui avec lui? Non, vous dormez ensemble, non? Il dort avec moi. Ouais. Il dort avec moi. Depuis combien de temps? 2 mois. Elle a 6 mois bientôt. Ah, quand même, hein? Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut rien lâcher, quoi. Ah non, j'ai fait du forcing. Non, mais c'était prévu, hein, c'était prévu. Ouais, c'était prévu, vous aviez anticipé que ce serait pas automatique.
Oui, et puis je vais vous dire sincèrement, j'allaitais, donc c'était pratique aussi, parce que dès qu'elle se réveillait, j'allumais, je le gênais pas, et lui, il allait bosser quand même. Hein. Donc je crois que ça a arrangé un peu tout le monde, faut dire ce qui est, mais maintenant, il est dans le lit. C'est lui qui est avec nous, c'est lui, alors les rôles sont inversés, c'est lui qui est... On peut l'avoir au téléphone, non? Non, il est... Non, au travail, on peut pas le déranger. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est lui qui va regarder la télévision cette fois-ci. Voilà, exactement. Chacun son tour. Et un deuxième, qu'est-ce qu'il en pense? Et lui, tout de suite. Mais tout de suite, Vincent? Non, lui serait prêt à recommencer, mais moi j'ai dit stop, parce que j'ai eu une césarienne, donc on va y aller mollo. Mais non, un deuxième, oui, il sera prêt. Donc c'est vous qui freinez maintenant? Puis elle a que 6 mois, donc et pas, faut suivre physiquement. C'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Voilà. C'est une phrase de François Virgans, qui était notre chroniqueur de classe de René il y a quelques semaines. Alors c'était un moment important, parce que c'est un écrivain qui est très important pour moi et pour beaucoup de gens. Hein. Le seul qui a eu le Goncourt et le Renaudot en 80 ans d'existence de ces deux prix. Qui a eu le budget de prix de l'Académie française, cette fois-ci c'était présenté à l'Académie française juste le jour où après c'était fini. C'était juste avant la fermeture des... Il y a des gens qui étaient candidats depuis 1 an et demi ou 1 an pour cette place, qui était la 40e place après l'Académie était au complet. Et lui, juste 2 semaines et demie avant, il s'est présenté, il a écrit une lettre à chacun. Alors j'étais très ému, donc on l'a invité à sa discute. Il est venu à sa discute, il n'était pas venu à la télévision depuis 4 ans. Et alors, il a été élu. Et on est drôlement contents. Donc on revient un petit peu sur tout ça avec François Virgans. Le 18 mars dernier, l'écrivain et cinéaste François Weiergans était le grand témoin de cette discute. Si rare sur nos écrans de télévision, il nous avait fait partager son rêve, entrer à l'Académie française. Un vieux désir d'enfant. À 12 ans, je connaissais par cœur la liste des membres de l'Académie française de l'époque. Sa carrière d'écrivain, François Weiergans l'a menée discrètement mais sûrement. 7 romans, 6 grands prix littéraires, dont le Goncourt en 2005 pour 3 jours chez ma mère, traduit dans le monde entier. Ça, c'est une édition chinoise, par exemple. Oh mais, non, parce que je suis très surpris d'être traduit. C'est une sorte de gratification. Quand on est traduit, c'est comme si on était adopté chaque fois. François est donc candidat à l'Académie française. Alors voilà, c'est pas souvent qu'il vient à Paris. Ça fait 3 ans et demi qu'on l'a pas vu à la télévision. Je suis heureux d'être ici parce que c'est une émission où vous invitez des écrivains. Comment est-on élu à l'Académie française? Vous n'avez pas fait campagne, François? J'écris des lettres. Vous écrivez des lettres. Ben voilà, aux académiciens. J'espère que vos 40 ans d'écriture seront considérés comme le début de votre campagne, si j'ose dire. François Weiergans a attendu le dernier jour pour se présenter. Il n'aura fait campagne que 20 jours, quand d'autres y consacrent une année entière. Pour faire simple et efficace, François s'est muni des meilleures armes, une feuille et un stylo. Je me suis mis à écrire à chaque académicien une lettre personnelle, c'était la moindre des choses, une sorte de par élégance. En plus, chaque lettre me donnait l'occasion de lire ou relire un des récents ouvrages de chaque académicien. Ils m'ont fait comprendre que ces lettres m'avaient aidé à être élu. Alors que personne n'y croyait, François Weiergans a réussi. Avec 12 voix en sa faveur, le 26 mars dernier, il était élu à l'Académie française. Le soir de son élection, il accordait une interview à Jean-Luc Delarue. La boucle est bouclée. François Virgans, vous venez d'apprendre que vous êtes élu à l'Académie française pour l'éternité. Ça vous fait quoi? Là, maintenant, à l'instant précis? J'avais envie d'être là, d'être académicien depuis que j'avais 14 ans. Donc quand on finit, j'ai dû écrire des livres pendant 50 ans pour que ça m'arrive. Et alors je pense que j'aurai un beau costume. Et une épée? Une épée. Ça plaît beaucoup à ma petite fille, Zoé, là, qui a 9 ans. Elle me dit, je sais pas pourquoi, mais je te vois bien avec une épée. Et puis, pour être plus sérieux, je suis le 40e académicien, donc ils sont au complet. Je suis le dernier, je suis le 40e. C'est rare qu'il y ait 40 académiciens. Oui, il est rare que les 40 sièges soient pourvus. Je m'inscris dans une tradition qui a donc 3 siècles au moins d'âge. Et ce qui est toujours impressionnant, c'est qu'on sait qu'il y a des gens comme La Bruyère, comme Voltaire, comme Alfred de Vigny, qui sont venus là, qui vous ont précédé. Vous avez écrit à quel âge pour la première fois un récit qui tenait un peu debout, si je peux me permettre? À l'âge de 9 ans, j'ai commencé un roman. Assez sûr de moi, bon, je ne l'ai pas terminé. Alors ensuite, vous avez écrit Salomé, qui est sorti 40 ans plus tard, puisqu'il sort là. Et puis vous avez écrit Le Pitre, qui a été votre premier roman publié, qui commence par une phrase qui, je trouve, vous caractérise très bien. Il y en a vraiment... c'est très court. J'ai toujours été maladroit avec les femmes. 2 points. Je veux dire pas seulement au lit. Vous aviez... C'est de la dénégation. C'est en 1974. Je suis écrivain, qui est un chef-d'œuvre de déconstruction narrative. Le radeau de la Méduse, qui justement mêle un peu tous les arts, puisqu'il part d'une véritable étude, non seulement du tableau, mais également de l'histoire. Rire et pleurer.
La démence du boxeur, et puis évidemment j'y ajoute Franz et François et 3 jours chez ma mère. Quels seront les prochains livres? J'ai beaucoup de livres en chantier et je vais m'y mettre. Être académicien, comme je l'entends, vous met au service de la littérature. C'est pas de la mondanité ou simplement d'être placé à droite de la maîtresse de maison dans des protocoles un peu désuets. Enfin, à mon avis, je pense qu'on est investi d'une mission dans une institution qui existe, donc j'ai dit tout à l'heure, qui existe depuis 3 siècles et demi, plus écrite en plus. Comme ça, maintenant j'ai un fauteuil, enfin j'ai un endroit où m'abriter le long de la Seine. C'est pas mal, sinon j'écris à la campagne plutôt. Félicitations, monsieur l'académicien. Bienvenue dans l'immortalité. Merci. Bravo à François Virgence. Et je me disais finalement qu'un écrivain, quand il postule finalement pour l'Académie française, s'il le veut en tout cas, mais à partir du moment où il a écrit un livre, il n'a plus besoin de faire campagne parce qu'on sait qui il est, quoi. Donc, comme il a écrit des livres depuis 40 ans, François. Donc, si vous voulez entendre parler d'une histoire de maman avec François, c'est 3 jours chez ma mère, ça c'est le gros cours. Si vous voulez entendre parler d'histoire de papa, c'est Franz et François, c'est l'histoire, il raconte l'histoire avec son père. Et puis, je précise que le prix Renaudot de 92 ressort, qui s'appelle La démence du boxeur, il sort en poche. Et ça coûte pas cher pour tous ceux qui sont plus jeunes et qui veulent le découvrir. Vous voulez d'abord parler, Marie-Thérèse, ou vous voulez d'abord que Tatiana conclue l'émission? C'est comme vous voulez. Non, je voudrais que ma fille me pardonne le mal que je lui ai fait. Non. Parce que c'est pas passé. Qu'est-ce qui... Vous, ça ne vous est pas passé à vous-même? À elle. Non, parfois, c'est plus facile de le dire sur un plateau de télé. Non? Pourquoi vous avez choisi de le dire ici, Marie-Thérèse? Excusez-moi de... Dites-lui, allez. On s'en fout, pourquoi? Allez-y. Oui? Est-ce que tu veux me pardonner? Est-ce que tu peux? Pour l'instant, c'est dur. Pour l'instant, je peux pas. Bon. Je regrette le mal que je t'ai fait. Je le regrette. Mais moi, j'ai eu du mal aussi. C'est que vous reconnaissez quelque chose que vous regrettez d'avoir fait? Oui, je regrette. Vous regrettez? Vous demandez pardon pour ça? Oui, je lui demande pardon. Je voudrais juste dire à votre fille, c'est qu'il y a des personnes qui demandent d'oublier, mais qui, en plus, ne se présentent pas leurs excuses, ne reconnaissent pas avoir fait quelque chose de mal. C'est dur de le faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais en ce sens, c'est tellement difficile de demander pardon que c'est admirable. Après, tout le reste vous appartient. Et ce qui se dit ce soir, ça vous appartient à toutes les deux. C'est un début. Elle vous dit pour l'instant non. Pour l'instant. Si vous voulez répondre à votre maman, mais d'abord, peut-être la conclusion de cette émission qui a à voir avec tout ce que vous avez vécu et ce que vous dites. Je vous en peux secouer. Qu'est-ce que vous garderez de cette émission, Mme de René? Une grande émotion. Vous êtes tous et toutes des leçons de vie. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes chacun des cas extrêmement différents. Vous avez tous vécu dans votre chair quelque chose qui vous a marqué pour toute votre vie. Vous êtes des leçons de vie, des leçons de courage pour les parents que nous sommes, pour les adolescents qui nous regardent. Mais il y a une question que j'aimerais poser à ces parents adolescents que je vois ici. Une question qui me taraude depuis le début de cette émission. Je me demande si on est parents très jeunes, comme vous l'avez été, est-ce que vous... Là, on a beaucoup parlé de bébés et de couches et de biberons. Mais je suis désolée, mais vous allez voir très vite, c'est pas ça être parent. Parce que très très vite, le bébé, il devient un enfant. Et très vite, le bébé devient un adolescent. Ouais, et les vôtres ont 17 et 19, vous Voilà, disiez, moi j'aimerais savoir, par exemple, Quentin, Gloria, j'aimerais savoir si vous serez parents d'adolescents très, très, très vite, Justine aussi. Mollo quand même, Voilà. ça vient plus vite que prévu, mais il reste 2-3 mois quand même. Est-ce que parce que vous êtes parents adolescents vous-même, est-ce que vous pensez que ça sera plus facile pour vous d'être parents d'adolescents ou pas du tout? Voilà, je vous demande de réfléchir à ça, parce que c'est vrai que quand nos enfants deviennent adolescents, nous sommes confrontés à une certaine crise qui est après tout absolument normale. Et je me demande si le fait d'avoir été parent aussi jeune, puisque votre adolescence est vraiment très, très proche de vous, vous êtes en plein dedans, qu'est-ce que ça va vous apprendre pour plus tard? Eh oui.
Vous êtes encore dans des problématiques d'organisation. Ouais, vous êtes en train de dire, attention, c'est rien ce que vous vivez. Oui, c'est ce que j'aimerais J'ai l'impression que c'est énorme déjà. C'est ce que j'aimerais leur dire. Et le héros de mon livre, Boomerang, est aux prises comme ça avec deux adolescents qui n'arrivent pas à ces ados dans le livre, ce qui vous arrive vous, mais il va être confronté à quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc je serais intéressée, curieuse de voir ce que vont devenir ces jeunes parents, on va dire d'ici 10-15 ans. Peut-on le savoir? Peut-être qu'ils viendront nous voir, peut-être que vous serez encore là je sais, avec cette émission. Puis prendre du sirop pour la toux, pour tenir. C'est sûr. Vous faites des plans sur la comète, vous vous dites plus tard. Bah oui, que vous dites parfois. Il faut voir dans l'avenir quand même. Il n'y a pas, comme elle dit, ce ne sera pas des bébés tout le temps. Quoi. On élèvera. Ça passe plus vite que prévu. On va élever des ados, on va élever des. Voilà, mais moi personnellement, je ne me projette pas trop dans l'avenir parce que je me dis que pour l'instant, c'est tellement beau ce qu'on vit que je ne veux pas non plus aller trop de l'avant et je veux vraiment, d'un côté, vivre au jour le jour et profiter du moment qu'on a. Parce que les parents disent aussi, il y a un autre moment, il y a une deuxième jeunesse pour le couple, quand on a eu la chance de pouvoir rester en couple toute sa vie, parce que c'est quand même toujours une chance de pouvoir réussir ça. C'est se dire que quand les enfants sont partis, il y a une deuxième jeunesse. Qu'est-ce que vous projetez là-dedans? Parce que vous serez jeune quand les enfants vont partir. Oui, justement, parce que... on se dit, moi j'aurai 35 ans, 36 ans, bon, elle aura aura 20 ans, 17 ans. À 35 ans, bon, élever les enfants, ça c'est fait. On gagnera plus. Et c'est là, oui, mais peut-être qu'ils seront grands-parents très tôt, attention. Ça existe. Et regardez les grand-mères qu'on a vues ce soir, elles s'occupent quand même beaucoup. C'est vrai que fait Stella en coulisses d'ailleurs. Elle va manger du chocolat. Elle doit manger du chocolat, c'est bien. Non, justement, sur ce point, je voulais insister parce que c'est la jeunesse que j'ai pseudo-gâchée. Pour les gens, parce que pour moi, je ne l'ai pas gâché. Non, ça c'est principal. On la rattrape pas quand on aura 36 ans, on aura plus d'argent, on pourra plus profiter de faire des voyages, pour faire des choses comme ça. Et on pourra les gâter. C'est plus ça qu'on recherche. Moi, je pense qu'il faut enlever ce cliché de dire, à 17 ans, on gâche notre jeunesse parce qu'on a un enfant, quoi. Je trouve que c'est faux. Moi, je préfère profiter plus tard que pendant, parce que pendant l'ado, on fait toujours la même chose. On doit rentrer à minuit, sinon on se fait jeter par nos parents. Le problème, c'est que quand maintenant, on est jeune plus longtemps, c'est un point objectif. Dans la jeunesse, on va pas dire. Après, il faut qu'ils vous laissent rentrer encore en boîte quand vous aurez 40 ans. Tatiana, merci. Valérie répond à Marie-Thérèse dans un instant. Tatiana Deronay vient de publier donc Boomerang, son nouveau roman. Et Valérie, si vous avez envie, je vous laisse le temps de la réflexion. Vous pouvez répondre. L'émission continue sur Internet, sur france2.fr. Si vous avez envie de dire 2 mots ici, et puis si c'est ailleurs, c'est ailleurs. A tout de suite, merci. Dans 15 jours, ça se discute. Et demain, toute une histoire à partir de 14h. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour nos invités. Votre conjoint agressif, le nouveau physique vous déplaît. Vos kilos en trop vous empêchent de trouver l'âme sœur. Vous cherchez désespérément à maigrir pour reconquérir votre ex. Vous avez quitté votre conjoint à cause de ses kilos en trop. Vous avez été quitté à cause de vos kilos en trop. Depuis que vous avez maigri, l'amour vous sourit. Contactez-nous au 01 53 84 30 55 ou par email.